Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast Les choses sur le seuil, le podcast qui s'intéresse au jeu de rôle, l'appel de Cthulhu. Avec moi, c'est pour ce numéro, et bien comme d'habitude, notre ami Fabou. Fabou, comment vas-tu? Eh bien, ça va très bien. Et toi? Très bien également, hein, comme à chaque fois qu'on se croise pour des podcasts. Alors, dans ce numéro, on va faire un petit numéro spécial pour vous présenter un jeu qui est un jeu vraiment, vous allez le voir, très inspiré de l'appel de Cthulhu. Donc, qui s'intitule Raiders of Arlier et qui est un jeu de, je vais citer son nom parce que l'auteur n'est pas très connu, Quentin Bauer. Donc je suis tombé sur ce jeu un petit peu par hasard en découvrant une vidéo sur le Kickstarter qui avait été fait sur ce jeu, et puis ça m'a donné envie d'aller plus loin, et puis j'ai commandé le livre sur Drive-Thru en print on demand en fait. Il est arrivé assez vite. C'est un c'est un gros pavé, hein, vraiment très épais, plus épais, presque le double par rapport au manuel de l'appel. J'essaie de vous Alors, trouver. 500 pages, on peut le dire, hein. C'est ça. 500 pages, ouais, 485 plus des annexes, voilà. Il est sorti en deux. Il y avait deux choses sur le Kickstarter. Il y a quand même un ouvrage un peu plus light qui est destiné principalement aux joueurs, et ce gros ouvrage qui lui est plus destiné aux gardiens ou aux maîtres de jeu. Voilà, c'est bien fini, c'est bien printé, c'est du noir et blanc. On va retrouver le type d'illustration qu'on avait dans les éditions Sans Détour, c'est-à-dire que c'est essentiellement des photos. Il y a un petit travail quand même, je sais pas si tu as vu sur la maquette, souvent les mises en page sont assez pas mal, des photos, elles sont intégrées en fait dans le texte. Voilà, Ouais, ça passe mieux que chez Sans Détour. Il y a quelques illustrations, enfin, il y a quelques dessins pour le bestiaire, mais c'est pas top, top, on va Oui, dire. ouais, oui, le bestiaire, on est loin du travail de Loïc Muzzi, par exemple. Bon, la maquette, hein, on va évacuer tout de suite le côté cosmétique de l'ouvrage. La maquette, elle est très claire. Encore une fois, deux colonnes, c'est quand même vachement, vachement plus lisible. Voilà, il y a pas de fioritures, ça va droit au fait. Alors, comment vous parlez de ce jeu déjà de prime abord? Quelles sont les thématiques et qu'est-ce qu'il pose au départ? Alors, c'est assez intéressant. En fait, ils ont modifié la période de base par rapport à l'appel de Cthulhu, et ils l'expliquent un peu au début de l'ouvrage. Eux, ils ont choisi 1910. Pourquoi 1910? Parce que pour eux, c'est le moment, presque le coup d'envoi de toute la vague de décolonisation, et c'est un petit peu le moment où tous les empires, tous les grands empires arrivent à une espèce de point de rupture dans lequel ils vont basculer. Et aussi parce qu'en fait, ce jeu, d'ailleurs le sous-titre, en sous-titre sur la première de couverture, il le précise, ce jeu sert à émuler pas seulement des aventures du mythe de Cthulhu, d'H.P. Lovecraft et de son cercle d'influence, mais plus particulièrement les univers sauvages et évocateurs dans la veine de Robert E. Howard et de ses mythes à lui, et des histoires de ce qu'ils appellent les World Menace Stories. Donc c'est vraiment du pulp. Et donc voilà, et donc ils ont élargi le propos au-delà du mythe de Cthulhu. Donc ça c'est une première chose. Alors j'ai pas encore eu l'occasion de tester en partie. J'ai juste lu l'ouvrage et je suis en train de commencer à écrire en fait un scénario. Enfin, d'ailleurs, ce sera certainement même une mini campagne que je compte faire jouer au début de l'année prochaine, le temps de finir de l'écrire et puis de me familiariser en fait avec les règles et les mécaniques du jeu. Voilà, je sais pas, sur ce petit tour d'horizon, peut-être Fabou, as-tu des questions ou des choses qui t'interpellent déjà? Ouais, bah,
moi, comme je te le disais, hein, j'ai vraiment lu, j'ai survolé. Donc, petite question, ça serait par rapport au côté pulp, puisque je sais que tu as aussi acheté Pulp Cthulhu enfin, pour Chaosium. Est-ce que ça va aussi loin dans le pulp ou j'ai l'impression que c'est quelque chose d'un peu plus sobre, mais Alors, c'est pas que c'est sobre. En fait, le pulp Cthulhu, lui, il va même quasiment jusqu'à la limite super-héros, ouais, puisqu'on a des dons, etc. Là, eux, c'est vraiment le pulp des magazines de l'époque, euh, sans les super-héros. Donc d'accord. les personnages n'ont pas de pouvoir. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les personnages peuvent, de ce que j'ai cru comprendre, plus utiliser la magie. Moi, ça fait des années que je joue à l'appel. Je crois que j'ai jamais vu un personnage joueur lancer un sort. Un petit rituel quand même de temps en temps Bah, je suis pas sûr d'en avoir vu. pour fermer un portail ou Moi, j'en ai empêcher une pas vu quand invocation. j'étais maître de jeu. J'en ai jamais vu. Hein. Pourtant, j'ai fait des campagnes où ils trouvaient. Bah, dans les masques, tu es obligé de faire quelques rituels à certains endroits du scénario quand même, par exemple. Dans les grandes campagnes, il y a toujours un moment où il faut faire un Bah, rituel. pas dans Non? l'Orient Express. Ouais, Moi, j'ai ouais, fait ouais. jouer l'Orient Express. J'ai eu aucun joueur qui achetait un sort. Mm. J'avais fait jouer une partie du début des masques, donc ils n'avaient pas encore trouvé, je crois, de sortilège ou appris de sortilège. Et après, dans les one shots, c'est quand même beaucoup plus rare. Là, il y Ça a reste des rituels que tu fais une fois et puis après tu t'y reviens pas, quoi. C'est pas une magie que tu utilises C'est ça. tous les Alors là, jours, quoi. dans ce bouquin-là, de ce point de vue-là, ils ont inclus, de la même façon que dans le bestiaire, ils vont avoir les créatures du mythe et d'autres choses. En termes de magie, il y a la magie du mythe. Qui reste assez proche de ce qu'on connaît dans l'appel. Et par contre, ils ont fait un peu le pendant, puisque c'est aussi les grands moments de l'occultisme avec Crowley et compagnie. Et donc, ils ont fait une magie qui est plus une magie d'occultiste. D'accord. Et qui est plus à la portée des joueurs, en fait. Donc voilà, Bah, donc déjà sur la proposition de départ, c'est du Cthulhu élargi. Et puis donc sur ce côté pulp, c'est plus du Indiana Jones, ce genre de pulp, et pas du pulp de super-héros. hmm, Pour, euh, pour, euh, pour répondre tout à fait à ta question. d'accord. Alors si on rentre un petit peu dans le détail, histoire d'expliquer un peu de quoi il retourne à nos auditeurs. Il y a une introduction qui va poser quelques petites précisions assez intéressantes hein, pour les gardiens, justement sur le mythe et l'âge impérial. Donc voilà, c'est développé sur plusieurs pages. Il y a également des petits, ce qu'ils appellent un tour de l'âge impérial. Donc ils vont faire le tour de différents points du globe qui sont liés à l'empire. Et vous avez à chaque fois un petit paragraphe, donc l'Afrique, l'Arabie, les Balkans, l'Empire austro-hongrois, l'Empire anglais en Inde, la Chine, l'Égypte, la France, l'Empire germanique, l'Empire japonais, Mexico, l'Empire ottoman, l'Empire russe, l'Amérique du Sud, l'Espagne, les États-Unis, le Tibet. Donc c'est assez sympa cette mise en bouche en fait. Et puis pour clôturer cette petite mise en bouche, il y a une espèce de timeline qui démarre en 1869 et qui va couvrir comme ça les années, ça va jusqu'en 1914 je crois. Bon alors c'est assez succinct, ils prennent un ou deux événements, un ou deux faits marquants par année. Voilà. Mais T'as ça pose. aussi, tu parles de l'intro, enfin, parce que dans le chapitre 10, tu as aussi des timelines, mais plutôt sous forme de thématiques. Timeline pour l'archéologie, C'est ça. pour l'exploration, pour les différents endroits, pour la science criminelle. Ça, je trouve que c'est pas mal aussi parce que souvent
Donc, à l'appel de Cthulhu, est-ce qu'on avait les empreintes digitales? Est-ce qu'on avait le téléphone? Est-ce qu'on avait tout un tas de trucs dont on n'est jamais très sûr? C'est ça. Et là, j'ai l'impression que ça a été mieux documenté. Alors c'est très documenté. Bah déjà, bon, sans dévoiler le truc, moi j'avoue que j'ai pris une grosse claque, hein. Alors j'attends d'avoir bien sûr le verdict, de tester le jeu en partie. Moi j'ai un peu trouvé c'est un peu le Cthulhu de luxe, hein, pour moi, en termes de règles et de mécanique, qu'ils ont poussé le curseur un cran plus haut que l'appel, dans plein de petits détails, et Mhm. notamment ce que tu mentionnais, à savoir, bah, c'est très documenté. On a quasiment tout de suite de quoi avoir des repères assez solides, ce qui n'était pas le cas dans la première édition de Cthulhu, hein. Je crois qu'on avait évoqué ça dans un podcast où c'était un peu au maître de jeu de se démerder. Ah putain, 1920. Oui, là, Qu'est-ce il y a du matos, là. Ouais. Il y a du matos. C'est le format en un seul bouquin, finalement, c'est très pratique. Moi, je trouve que ça évite aussi l'encombrement des étagères, et finalement, du coup, ils se sont concentrés sur des choses, sur ce qui est jouable. Ça n'empêche pas après chacun de pouvoir pousser les recherches avec Internet. Maintenant, c'est assez open de ce côté-là. En tout cas, c'est très très bien fait. Et puis donc après, dès la page 24, hein, après ce petit tour d'horizon, on arrive direct dans le cœur du jeu avec la création de personnages. Alors peut-être avant de parler un petit peu de la création de personnages, il faut dire que bon, quand on a l'habitude de jouer à l'appel, on n'est pas vraiment perdu, puisque une fois de plus, ça part du basic system de Chaosium, qui a été un petit peu, bah, ils ont un peu soulevé le capot et puis trafiqué un peu le moteur pour le booster et pour l'amener surtout dans le sens de ce qu'ils voulaient faire. Mais on est quand même sur des bases assez communes. Je sais pas si tu as parcouru le début de l'ouvrage. On Oui, retrouve. oui. Enfin, quand j'ai fait un parcours en surface et ensuite un parcours en diagonale. Et D'accord. dans le parcours en surface, je me suis dit, bon, c'est une autre version de Cthulhu avec deux, trois trucs de changer. Par contre, avec mon parcours en diagonale, j'ai vu qu'en fait, c'était, comme tu le disais, un peu une version plus précise, où vraiment ils ont, à mon avis, creusé certains aspects. Et aussi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de règles. Alors, mais Il y a beaucoup de crunch. Non, non, mais tu as ouais. raison. En fait, bah, malheureusement, j'allais dire, c'est toujours bah, pour trouver un jeu qui vous plaît vraiment, c'est un peu toujours la même équation. C'est-à-dire qu'il faut arriver à avoir suffisamment de règles pour que ce soit défini aussi finement que vous le souhaitez, et en même temps qu'il n'y ait pas non plus trop de crunch, où là, ça devient injouable, et c'est quasiment impossible de trouver des joueurs et de leur apprendre le jeu, de les initier, voilà. Mais Je crois eux, ils qu'il y sont. a, ils proposent, enfin, il y a beaucoup aussi de règles optionnelles et je pense qu'il me semble avoir vu un passage où ils disent que, bon, nous, on vous donne tout un tas de mécaniques, mais vous n'êtes pas obligé, ça dépend du style de votre table. Il y a des gens qui n'aiment pas avoir des règles pour tout et qui préfèrent un peu des jugements sur l'instant. Où C'est ça. il y a un passage comme ça. Oui, c'est ça. C'est précisé qu'il y a effectivement pas mal de règles optionnelles. Bon, de toute façon, il est clair que euh, le fameux Quentin Bauer, là, c'est un fan de Cthulhu, hein. C'est un ouvrage où il s'en cache pas. C'est un peu sa version du mythe de Cthulhu. Il a changé l'époque parce qu'il la trouve plus intéressante, justement parce que c'est ce moment où les empires basculent. Mais sinon, on voit bien que c'est quelqu'un qui a dû jouer pendant des années et des années à l'appel. Et moi, je pense que ce qu'il a fait, c'est qu'il a été voir un peu tous les trucs qu'il chiffonnait, qu'il Hmm. trouvait qui n'étaient pas assez précis avec le corpus de règles de l'appel. Et il a dit, bah, je vais repartir du basique et moi, je vais tirer le jeu vers un truc tel que moi, ça me convienne, avec quelque chose de plus précis. Alors on va Hmm. retrouver déjà dans les étapes, hein, pour le petit sommaire pour créer l'aventurier. On va commencer, alors l'étape 1, on va tirer ses caractéristiques. Ensuite, on va choisir un statut social.
Ensuite, on va calculer ce qu'ils appellent les common skills, c'est-à-dire que dans Raiders of Arlier, chaque personnage a des compétences communes. Alors souvent, ça va être des compétences type l'athlétisme. Hein. On considère que tout le monde est capable de courir, tout le monde est capable de grimper, tout le monde est capable de nager, etc. Ensuite, vous devez choisir un background culturel, et ça, on y reviendra. Moi, j'ai trouvé ça très très intéressant. Ouais, tu m'expliqueras là, parce que j'ai pas lu, donc. Ouais. Ensuite, ils mettent découvrez la famille de votre aventurier avec ses connexions, sa réputation. Étape suivante, choisissez la profession et les compétences professionnelles de votre aventurier ainsi que son background. Choisissez ce qu'ils appellent la essential nature de votre personnage, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir un espèce d'archétype qui vient se rajouter en plus et qui va rajouter une couche dans certaines compétences. Alors de mémoire, il y a par exemple l'archétype qui va être plus le limier, et un archétype qui lui donc beaucoup plus orienté enquête, et un archétype qui lui va être beaucoup plus sur l'action, qui est l'explorateur, je crois. C'est de mémoire. Bon, je t'interromps, hein, ça te dérange pas Non, non, parce bien que sûr. j'ai des questions qui me viennent. Dans les archétypes à l'appel de Cthulhu, puisqu'ils les ont introduits hein, dans la. Dans le pulp, ouais. Bon, c'est juste un truc qui va en fait jouer au moment de la création de personnages. Alors que là, alors peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression parce que j'ai vu qu'il y a des points d'essence sur la feuille de personnage. Est-ce que ça se traduit cet archétype concrètement en jeu? Oui, oui, oui. Alors cet archétype, il va déterminer un certain nombre, mais je vais rentrer dans le détail après, un certain nombre de bonus, en fait, qui D'accord, vont ok. venir. C'est-à-dire que, imaginons deux Américains new-yorkais bibliothécaires, donc avec le même package culturel, même résidant dans la même ville, etc., les mêmes racines, deux familles aristocratie moyenne, pour rester pareil au niveau des familles, Ok, tout tout ça. pareil. Ouais. Là, si l'archétype change et qu'il y en a un qui est plus limier, ça aura une incidence directe sur ses possibilités de résolution quant à ses compétences par rapport à celui qui sera plus aventurier, par exemple. Donc D'accord, c'est mais assez. donc c'est comme si c'était une différence à la création. Oui, mais C'est c'est une des. différence qui est pas juste cosmétique. C'est une différence qui va être traduite dans certaines de tes compétences. D'accord, ok. Donc ça va impacter directement les mécaniques de jeu pour ton perso, quoi. Ensuite, on te demande de tirer ton âge et puis la répartition des points libres. Ensuite, ce qu'ils appellent le drives and bonds, donc les liens et les motivations de chacun des personnages. Alors déjà, tu vois, en citant ces 9 points, on s'aperçoit qu'on a quand même quelque chose de beaucoup plus dense en Hmm. termes de personnages que l'appel. Et c'est pas juste là vraiment les 9 points, à chaque fois ils vont avoir une incidence, encore une fois, c'est pas de la cosmétique, il va y avoir vraiment une incidence sur le jeu, y Ouais, compris par sur. exemple, les bonds, ça j'ai regardé un peu. Contrairement à l'appel de Cthulhu, où là tu peux définir une attache qui va, je crois, simplement jouer lorsque tu veux te reposer, récupérer de la SAN. Enfin, en pratique, on le fait même pas trop souvent. C'est vrai, Mais là, les bonds, je crois que ça intervient pour la progression du personnage. c'est ça. Si tu agis selon tes drives ou selon tes bonds, tu vas améliorer tes compétences en rapport avec ça. C'est ça. En fait, encore une fois, c'est un peu le propos du jeu, c'est que là où l'appel était assez schématique, eux, ils ont rajouté derrière, enfin l'auteur, là, il a rajouté derrière, à chaque fois, une traduction dans la mécanique du jeu qui fait que ça va impacter. Hmm. Et donc au final, on a certes un jeu qui est un peu plus crunch, avec un peu plus de règles, un peu plus exigeant, mais on a aussi quelque chose de beaucoup moins taillé à la serpe. Hmm. Et je dois dire que même rien qu'en lisant l'ouvrage, il donne quelques petits exemples de création de personnages, et puis en regardant comment ça se fait, on se dit qu'on va avoir beaucoup plus, à mon avis, un personnage de Raiders
quel que soit le joueur qui va le prendre en main, aura de base beaucoup plus d'épaisseur qu'un personnage de l'appel. Ou Il sera incité à lui donner de l'épée. Enfin, en tout cas, il à sera pas jouer ce incité, qu'il il a. sera encadré par des mécaniques. Donc ça Mm, va au-delà de l'incitation en fait. mm. Il sera effectivement à l'appel une fois qu'on a créé son personnage. Moi qui fais pas mal de jeux Medfan aussi, avec des persos qui font des gros backgrounds, etc. Je me suis rendu compte qu'à l'appel, souvent le background des joueurs, c'était quelque chose de cosmétique. Le Ouais, gars, il va ouais, ouais. te, ouais, mais tu vois, on avait du mal à le traduire en jeu, et là, j'ai l'impression qu'avec Raiders, c'est pris en compte par les règles et qu'on a à la fois quelque chose de plus intéressant parce que pour le joueur il va pouvoir vraiment rentrer dans la psychologie de son perso et en termes de roleplay il va pouvoir le traduire, se l'approprier et le traduire, mais on a aussi et surtout des mécaniques qui vont impacter directement. Il faudra que tu nous en parles des mécaniques vraiment pour Oui, voir ouais, ouais, comment ouais, ça je vais se. essayer de les aborder. On verra pas tout dans le détail, mais voilà. Petit point, donc tant qu'on est à la création de personnages, on voit aussi donc les attributs, les caractéristiques sont les mêmes, hein, force, constitution, taille, intelligence, pouvoir, dextérité, charisme. Vous voyez qu'on est vraiment en terrain connu. Il y a également la fameuse table qui Force ou permet fortitude? strength. Ah oui, strength, ok. Il y avait. On va avoir vu Par fortitude contre, quelque il y part. a ce qu'ils appellent le pouvoir might, la puissance. Donc, vous avez la table de damage modifier hein, en ajoutant force et la size. Et la might, la puissance, c'est pas mal. C'est à utiliser beaucoup en passif. Euh, euh, voilà, c'est beaucoup à Ouais, utiliser en passif c'est par rapport à une porte, tu vois. pour jouer au rugby, ce genre de truc, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc ensuite, première règle optionnelle qui change et qui a été lorgnée du côté d'un autre jeu fait sur le basique, à savoir RuneQuest, c'est que il y a des points de vie localisés qui sont C'est pas proposés en. optionnel, ça? C'est optionnel, Ouais. c'est optionnel, mais moi Mais je c'est trouve sur ça. la feuille de perso. Non, non, c'est optionnel, on peut ne pas jouer avec. Moi, je trouve ça pas mal. En tout cas, moi, j'envisage de jouer avec cette règle Hmm. qui fait que, par exemple, un casque ou un blouson de cuir épais ne sont pas pris en compte si tu reçois une balle dans la jambe. Tu vois, Donc c'est parce que tiré quand un PNJ te fait des dégâts, tu tires aléatoirement. Comment ça se passe? c'est ça, tu tires aléatoirement et je crois que tu as une règle de visée qui peut te permettre d'impacter un peu quand tu tires et que tu passes un round à viser ou un truc comme ça D'accord. dans les règles optionnelles. Mais c'est surtout que, une fois de plus, tu vois, l'incidence directe, c'est que à l'appel de Cthulhu, on ne localise pas. Donc le mec qui a une armure qui normalement ne va couvrir que son poitrail, et ben quand il va prendre un coup de couteau, on va compter les points d'armure, alors qu'on pourrait très bien imaginer s'il a un simple pantalon et qu'il prend un coup dans la jambe, qu'il n'a pas d'armure sur la jambe. Non, ça c'est typiquement un problème moi j'ai certains joueurs, hein, pas la moitié de mes joueurs s'en fichent complètement, mais certains joueurs me disent ah mais là je l'ai touché à la jambe, il arrive encore à courir, tu vois. Et bah oui, tu lui réponds à l'appel de Toulouse, on ne localise pas les blessures, tant que t'es pas inconscient ou mort, tu continues de courir. C'est Il y a ça. il y a des gens que ça dérange, il y a des gens qui s'en fichent. Bon là, on a clairement un outil qui permet C'est de ça, gérer, c'est quoi. ça. Là, on rentre, si tu veux, en termes de simulation, dans quelque chose qui est beaucoup plus crédible. Mm. Effectivement, tu prends deux balles dans la jambe. Je pense que derrière, tu vas ramper ou te déplacer à cloche-pied et donc te fatiguer très vite, etc. Donc c'est toujours en termes de simulation, moi je trouve ça vraiment pas mal. Ensuite, bon, je passe assez vite. On a le statut social. Donc voilà, hein, ça c'est des tables. On a les common skills. Donc là, dans les skills de base, vous allez avoir athletics, brawn, le savoir Bon. commun, le common knowledge. Ça, je trouve ça pas mal. On est souvent embêté lorsqu'on joue à l'appel. Tu sais, lorsque personnage pour savoir, tiens, bah par exemple, est-ce qu'il sait ça? Est-ce qu'il Bah, sait faire le c'est point sur une l'éducation. carte?
C'est l'éducation, mais c'est Culture un peu, générale, ouais, éducation, c'est en rapport avec ta profession. c'est ça. Là, c'est vraiment une compétence un peu fourre-tout, mais qui est assez pratique. Deceit, Detection, Étiquette. Étiquette aussi, qu'on voit apparaître. C'est quoi ça, Euh, étiquette? Étiquette, c'est ce qui va te permettre, en fait, lorsque tu pénètres un milieu qui n'est pas le tien, de comprendre, par exemple, si tu es aux Indes et que tu es invité à une cérémonie par Ouais. l'empereur. Prendre les codes sociaux. C'est ça. Tu vas savoir comment te placer derrière la table, attendre qu'il ait servi sa tasse pour te servir toi-même, etc., etc. Ne pas faire de faux pas protocolaires. Donc c'est plutôt intéressant en termes Ça permet aussi, tu vois, de jouer des scènes où il n'y a pas nécessairement ni de recherche ni d'action, pas forcément des scènes d'investigation ni des scènes d'action, et qu'elles aient quand même un intérêt, et surtout, encore une fois, que ce soit pas du pur roleplay, qu'il y ait des mécaniques qui permettent de les jouer d'une façon faire, quoi, enfin juste pour les joueurs. Ensuite, il y a ce fameux background culturel. Donc là aussi, ça va donner un peu d'épaisseur, je trouve, au personnage. Donc là, il y a deux méthodes. Il y a une méthode qu'ils appellent le quick. Donc là, on va choisir son lieu d'origine, les langages, sa religion. On va pouvoir ajouter 30 points en common knowledge et les langues d'origine. On va commencer à travailler sur l'histoire de son personnage et on va répartir encore 100 points de bonus dans toutes les skills professionnelles et communes. Voilà, avec Ces points que tu répartis un peu partout, est-ce qu'ils sont comme à l'appel de Cthulhu, dépendants de certaines caractéristiques, ou est-ce que c'est la même chose pour tout le monde? Alors en fait, dans les common skills, tu as par exemple athletics. Au départ, la base c'est force et dextérité. Ça dépend des Ça dépend de ce que tu caractéristiques. as tiré, ouais, d'accord. Voilà. Si tu prends étiquette, c'est intelligence et charisme de base, et après tu peux remettre des points dedans. Et puis il y a la version Deeper Cultural Background, où là ça va creuser encore, donc pareil, optionnel, donc soit le Quick Background, soit le Deeper. Là voilà, je vais pas lire toute la procédure, ça va un peu plus encore dans le détail, et du coup ça permet de préciser. Dans les backgrounds, on va avoir alors dans les backgrounds culturels, même si l'auteur t'explique qu'il t'invite à en inventer toi-même pour ta campagne, là de base tu as industriel, agraire ou tribal. Alors il donne un exemple industriel, par exemple un anglais, un français, un américain, enfin toutes les peuplades d'Europe. Alors que si tu prends agraire, tu vas avoir boer, péruvien, mexicain, brésilien, chinois, ottoman, british mais qui vit en Inde, etc. Et si tu as tribal, un exemple de tribal, Korowai, Barwa, Pashtun, Zulu, Apache, Comanche, Navarro, Cherokee, Cheyenne. Et ça influence comment ta feuille de perso, ça? Eh bien, en fait, pour chaque background, tu vas tu as des common skills de base. Alors, tu as, par exemple, je prends industriel, deceit, étiquette, influence, combat non armé, intuition, langage d'origine, research ou Alors le connaissance. tribal, qu'est-ce que le tribal, qu'est-ce qu'il a comme avantage, par Alors, le exemple? tribal, lui, dans les common skills, il aura athlétique ou natation, brown, un arme, connaissance de base, connaissance de la rue, détection, premier soin, fortitude et stealth. D'accord, donc ça traduit, ouais, des choses ouais, qui sont pas forcément, qui sont un peu faites par les joueurs, par leur background C'est d'habitude. ça, c'est ça. Là, elles sont codées, quoi, en fait. C'est ça, elles sont codées, elles sont chiffrées, et tu as aussi des professional skills, puisque bien sûr si tu es d'un background industriel, tu n'auras pas forcément accès aux mêmes professions, donc tu as des skills professionnels, une première couche, commerce, création d'art, entertainment, fighting method,
trade skill, donc tout ce qui est commerce, séduction, mécanisme. Si je prends tribal, tu vas avoir art primitif, poésie, sculpture, et ils te disent tout ce qui pourrait relever de la tribu en question, orateur, raconteur d'histoire, storytelling, etc., chasse, etc., Alors, etc. est-ce qu'on va pas un peu trop loin déjà dans le détail là? Est-ce que c'est un peu l'impression que j'ai? Est-ce qu'on peut pas faire ça, tu vois, verbalement lors de la création de personnages entre le MJ et les autres joueurs, dire bon bah oui, toi t'es un bohème, donc forcément tu seras un peu plus. Bah oui, mais donc il faut qu'ils répartissent les points. En fait, si tu veux, ça va très vite. Là, c'est parce que je lis le détail. Mais Hmm, en gros, si tu fais un Américain de base, tu vas être industriel et tu vas donc répartir 100 points dans les trucs que je t'ai dit. Dans les common skills, tu auras Deceit, étiquette, influence, intuition, langue maternelle, recherche ou connaissance de la rue et willpower qui va te permettre de résister à certaines tentations ou à certains effets magiques. Et tu vas en avoir à mettre aussi dans les professional skills. Et c'est déjà une première fois où tu augmentes un petit peu, grâce à ton background lié à ta culture, tu ouais, augmentes un peu la direction de ton personnage. Tu vois, tu choisis d'accord. comment tu les mets. Ensuite, t'as un petit peu, il t'explique quelques petites variations selon où ton aventurier habite. Tu as des tables qui t'indiquent les continents d'origine avec les cultures. Voilà. Et puis tu as un petit speech avec également, par exemple, pour le Nouvelle-Angleterre, tu vois, tu as des noms. Il t'explique un peu quelles sont la connaissance commune lorsque tu viens de Nouvelle-Angleterre, des noms, des surnoms. Alors donc ouais, enfin on comprend bien que il y a un niveau de granularité plus fin que dans l'appel. Mais je pense qu'il faut peut-être qu'on se faut, enfin, parce qu'on en écho à la création de personnages et on a déjà passé pas mal de temps. Est-ce qu'on peut peut-être insister sur enfin, continuer Ok. notre progression, Alors bon, mais après je. insister sur vraiment ce qui fait la Ok. différence. Alors moi je pense que ça c'est énorme comme différence à mon Oui, avis. c'est vrai. Ouais, ouais. Après, donc, tu as la famille, etc., les connexions, la réputation de ta famille, qui vont encore, là, ça peut être intéressant en début de campagne, parce que le maître de jeu, il va pouvoir aller piocher dans ton background familial pour faire rebondir, tu vois, surtout si tu fais une campagne un peu character-driven, ça donne quand même du biscuit au maître de jeu. Et puis après, on arrive dans le gros de la chose, le background professionnel. Donc là, il va falloir aller chercher dans les professions. Les professions, je passe assez vite parce qu'on va retrouver, à quelques différences près, on va retrouver toutes les professions, criminels, clérics, artistes, détectives, Alors moi, je vagabonds, t'interromps, je dilettantes, t'interromps. Ce niveau de détail lors de la création de personnages, je trouve ça très bien. Tu parlais de caractère driven, etc. Oui, c'est bien, mais à condition que, parce que comme tu disais, souvent tu as des joueurs qui te pondent un background de 5 pages. Après, encore faut-il que le maître de jeu, dans sa création de scénario et dans le reste, en tire profit. Et donc c'est ma question, c'est est-ce que il me semble avoir vu un peu plus loin dans le livre des règles, dans la création de scénario, etc., il propose de mettre en valeur les backgrounds de personnages, mais est-ce que ça suit? Est-ce que comment tu vas tirer profit de tout ça dans ta création de scénario? Est-ce que ça aussi c'est est-ce que la base t'indique comment mettre tout ça en corrélation? Bah en fait, si tu veux, par exemple, si je prends sur les familles, tu vois, là où c'est fait en deux coups de cuillère à peau dans l'appel, tu vois, tu peux choisir un personnage important de ta famille. Enfin, souvent, c'est soit ton mentor, soit quelqu'un de ta famille. Et puis après, le maître de jeu, c'est pareil. Il s'en sert ou il s'en sert pas dans le scénario. Là, si tu fais les personnages avant de compléter ta campagne, Ouais. tu peux vraiment, enfin, moi en tant que qui écrit souvent mes scénarios moi-même et mes campagnes, je vais essayer.
si j'ai des détails sur la famille d'un joueur, tu vois, et que mon scénario peut s'y prêter, à faire intervenir directement ça dans le jeu. Après, c'est pas une obligation, mais disons que tu vois, t'as un moyen de pouvoir le faire. Imaginons que ton personnage ce soit un New-Yorkais d'une famille noble de New York et que à un moment au cours du scénario, il faisait besoin, tu vois, de s'introduire dans les milieux un peu les milieux d'affaires un peu friqués, etc. Par exemple, là, tu vas pouvoir faire appel à l'oncle machin ou aux parents bidule, etc. Mais d'une manière narrative, pas forcément par des moyens mécaniques. C'est-à-dire que ça sera un peu la même chose que si tes joueurs t'avaient pondu des backgrounds de 5 pages. Oui, sauf que là, il y a un niveau de cohérence qui sera déjà le rapport page pondue et ce que ça va te servir va être vachement avantageux. Hmm. C'est-à-dire Oui, qu'en d'accord. fait, en 2 lignes, tu vois, tu vas avoir ce qu'il te faut pour construire dessus, alors que un joueur, tu lui demandes un background, il peut te faire 10 pages de background, et en fait, t'as beau relire les 10 pages dans tous les sens, le mec il s'est fait plaisir, mais tu vois, t'as pas vraiment de truc pour le saisir. Voilà. Enfin, moi, ça me semble le ratio entre ce qu'on te donne comme élément et ce qui est utilisable m'a l'air Ouais, plutôt d'accord. Ouais, plutôt ouais, ouais. favorable. D'accord. Donc je passe sur les carrières, donc, Ouais, ouais, puisque ouais. effectivement on va avancer. Après tu as l'âge, donc selon l'âge que tu as, tu peux avoir T'es vieux, certaines. t'es plus intelligent, plus éduqué, C'est blabla. ça, mais t'as un peu moins de force ou de dextérité, voilà. Après, tu as les drives and bonds qui interviendront justement, comme tu le disais, quand il y a la montée de personnages. Les deux, Euh, donc les deux, à la fois. Donc si tu as joué ton personnage selon ses drives, si tu as utilisé ses liens, ses bonds, mécaniquement ça se traduit en des augmentations sur ta feuille de perso. Alors, je sais que ça se traduit, j'ai pas le truc sous les yeux en détail, mais je crois que c'est dans les points de progression, parce qu'en fait, tu vas progresser dans les compétences que tu as réussi à griser, mais tu vas également avoir quelques points en plus que tu vas pouvoir choisir d'allouer, de dire Ça bon bah sera des points que tu pourras mettre n'importe où en fait. non, en fait, tu pourras dire bon, j'ai pas utilisé mon arme à feu, par exemple, pendant ce scénar, donc je peux pas augmenter mon pourcentage en arme de poing. Bah, j'ai gagné parce que j'ai bien joué mon perso, j'ai gagné 3 points d'avancement supplémentaires. Bah, j'en crame un pour tenter d'augmenter ma compétence d'arme de poing. Et là, tu as le droit de faire un tirage, et si tu le rates, tu peux augmenter je crois que c'est un D4 plus 1, si tu le réussis, tu augmentes d'un point. D'accord, donc c'est une récompense, c'est un peu comme des points d'XP ou C'est et un t'en peu fais, comme des t'en points fais d'XP. comme tu veux, tu t'en sers comme tu veux quoi. C'est pas lié aux actions que tu as fait. Voilà, pour le reste, ça monte comme dans l'appel, si tu as réussi telle compétence, boum. À ce propos, en termes de compétences, dans les mécaniques de jeu, quelque chose qui est différent de l'appel, qui est plutôt pas mal, pour les critiques et les fumbles ont lieu lorsque tu fais un double. C'est-à-dire que si tu as 41. 66, 33, Bah, 44. si tu fais double 11, 22, 33, c'est un coup critique. Donc ça D'accord. veut dire 10% de chance. Non. Oui, c'est ça, 10% de chance de faire un. Si jamais, par exemple, tu fais 44, là, c'est un fumble. 55, 66, 77. Quand c'est raté et que c'est un double, c'est un fumble. Ah, un double au-dessus, c'est un fumble et un double en dessous, c'est un critique. C'est ça. D'accord. Donc c'est pas mal aussi. Ça change de la règle des empalements, T'as machin. moins de chances de faire un fumble quand t'es haut dans la compétence, ouais, donc c'est assez logique. Oui, ouais, ouais, ça a Si l'air t'es à de. 90, la seule chance, c'est 99. C'est ça. Il y a une règle avec le 0-0, je crois, quand tu as une compétence en dessous de 10, on considère que 0-0 c'est pas 100, c'est pas un fumble, c'est un critique. Sinon, si tu as 8 dans une compétence, tu peux jamais avoir de réussite critique. D'accord.
Voilà. Pour finir juste sur la création de personnages, tu as après avec ton appartenance à ta société ou tes activités professionnelles, tu as ce qu'ils appellent des networks, c'est un réseau en fait. Donc tu vois, tu as les réseaux colonial, le réseau criminel, le réseau haute société, le réseau de l'armée, le réseau intelligence, donc ça va être je pense tout ce qui est professeur, scientifique, etc. Donc Le c'est un peu réseau, comme les cercles d'influence, c'est on ça, c'est l'appelle. les cercles d'influence qu'on va retrouver. Bon après il décrit, là je passe hein, allègrement, toutes les compétences. Bon grosso modo on va retrouver la même chose. Hein. Là-dessus il y a pas vraiment de surprise, si ce n'est qu'il y a beaucoup de compétences en fait génériques et après elles se déclinent en divers. Oui, parce que Par là, la exemple, les liste, knowledge, ce qu'ils appellent les savoirs, tu as tes compétences de savoir, donc pour lesquelles tu démarres à intelligence par 2. Et après, tu peux développer accounting, anthropologie, cryptographie, cartographie, architecture, archéologie, histoire de l'art, espionnage, etc. Voilà, politique. Bon, je passe hein, rapidement sur les compétences. C'est un jeu à compétences. Bon, on connaît tous le truc. Il n'y a pas de règles. Moi, je suis content parce que j'aime pas trop le fameux dé d'avantage là, qui est vraiment depuis 2017. Il est à la mode. Il est dans tous les jeux. Et moi, je trouve que c'est un peu trop à la serpe. C'est-à-dire avoir 2 dés de dizaine, c'est too much. Enfin, c'est énorme de combien ça. Alors je suis pas sur les comment on appelle ça, sur les probabilité. stats, j'ai pas fait le calcul sur les probas, mais je trouve ça énorme quand tu joues au D20. Tu vois, quand t'as un dé d'avantage, ça équivaut à un +5 sur un D20. Euh, Euh, Moi, j'ai écrit un article là-dessus, hein, sur les dés d'avantage, enfin sur les stats en général, l'appel de Cthulhu, et par rapport à dire bon bah on donne plus 20% ou plus 10% parce que tu as un avantage, c'est pas tout à fait statistiquement ça n'a pas tout à fait le la même même effet, mais incidence. Ouais, c'est ouais, c'est ça. plutôt c'est plutôt que ça va augmenter quand même, ça va augmenter tes chances Ah ouais, c'est trop de à la serpe. fumble. C'est soit un trop gros avantage, soit un trop gros inconvénient. Ça augmente un peu les risques d'extrême. Voilà. C'est ça. Mais ça peut être un effet recherché par le MJ. Si dans une situation critique ou si tu as envie de booster un peu la situation en cours, tu sais qu'en utilisant ces jets-là, tu as plus de chances de fumble ou plus de chances de réussite critique, ce qui Ouais. peut permettre de dynamiser les choses. C'est vrai, de ce point de vue. Moi, ce que j'aime pas, c'est que je trouve que c'est un peu à la serpe. Tu vois, par exemple, si t'es un peu dans la pénombre, c'est un désavantage. En plus, ça se stack pas. Donc en fait, si tu as 2 avantages et un désavantage, eh ben ça reste t'es à 0, par exemple, tu vois. Enfin dans les jeux que je connais, moi ça se stack pas. Donc je trouve ça un peu à la serpe, alors qu'en fait, franchement, quand on est sur un jeu simple avec des pourcentages, dire ok, il n'y a pas beaucoup d'éclairage, je lui mets un malus de -10, et puis par contre, il a tel outil ou quoi, donc il a un bonus de +20, donc au final il a un bonus de +10, ça va quand même très vite. C'est pas non plus, tu Bah, vois. ça avantage celui qui a les manus bonus, ça avantage, enfin -10 +10, ça avantage ceux qui ont des hauts scores par rapport à celui qui n'a que 10. Si tu lui ajoutes +10 ou -10, ça va du simple au double. Alors que celui qui a 90, bon, bah, ça fait 70, 100, enfin 80, 100, ça change pas grand-chose, tu vois. C'est moins. Enfin, ça Mais c'est c'est pareil des. si tu fais un dé d'avantage. Ça revient au même, je pense, en probabilité, Non, puisqu'en non, non, fait, non, il va non. prendre le meilleur des 2 dés, et s'il a une grosse compétence, il a plus de chances que le meilleur des 2 dés. C'est moins, c'est plus juste, je dirais, D'accord, la le dé courbe est pas la d'avantage. même. Ouais, ouais. Ok. Donc là, pareil, sur les résolutions des jets de compétences, bah, on a un système difficulté normale, pas d'avantage, facile +20, très facile +40. Voilà, tu peux avoir
Ça va de 20 en 20, je crois, les bonus. Hein. T'as neutre, plus ou moins 20, moins ou plus 40 pour, Ah ouais, plus 40 quand même. pour les compétences, voilà. Ensuite, tu as un chapitre, bon, pareil, je passe assez vite, hein, sur la fortune et l'équipement. En gros, on va rester dans un peu le système de l'appel, à savoir que, bon, on va regarder un petit peu la richesse de départ du personnage, et ça, c'est un peu au maître de jeu de faire sa cuisine. Voilà, il te donne des exemples quand même de ce que tu peux posséder avec ton revenu à l'année. C'est pas mal. Bon, alors je sais pas si beaucoup de gens jouent avec ça, mais tu as une table des échanges par exemple en monnaie étrangère. Dans le cadre d'une campagne où ça voyage, tu vois, tu peux changer des pesos argentins pour du mark finlandais et t'amuser à faire les conversions Ouais, ouais. si t'as envie de pousser le vice jusque là. Tu peux. Euh, Voilà. Tu peux, voilà. Ce qui est pas mal, c'est que tu peux. Ensuite, il y a tout dans ce même chapitre là, il y a tout un tas de choses sur. Il t'explique un peu les niveaux de richesse et souvent, par exemple, pour les ameublements, ça va correspondre à des niveaux de confort. Tu vois, une auberge confortable, ils vont te mettre un prix, une fourchette de prix par jour pour une auberge confortable, une auberge luxueuse, idem pour les déjeuners, pour les petits déjeuners, ils vont jusqu'à détailler le mobilier, tu vois, un cabinet Voilà, luxueux. c'est là où je décroche, hein. Alors ça, je pense que si tu veux, encore une fois, c'est des choses qui peuvent être intéressantes à utiliser quand tu connais pas trop les années 1910 et que tu veux, par exemple, meubler la villa d'un professeur d'université qui aurait fait fortune. Tu vas pouvoir aller chercher du mobilier, tu as des exemples. Donc c'est pas mal de piocher dedans, je pense. Après, tu Je peux le comprends que toi, ça te plaise. tu peux, tu vois, t'es pas obligé, mais je pense qu'il y a des choses à prendre. Après, tout utiliser, bon là, ça devient peut-être un niveau de simulation trop important. Mais en Non, tout d'ailleurs, cas, il en est conscient, hein. La moitié de ces trucs sont optionnels et c'est c'est si ça. vous voulez, si vos joueurs apprécient. Ça, j'aime bien qu'il nous laisse le choix quand même. C'est ça. En fait, je pense qu'on peut. Il va se passer ce qui se passe souvent autour d'une table de jeu de rôle, c'est que avec un corpus de règles X, finalement, selon les joueurs et le maître de jeu, tu joues pas vraiment tout le temps au même jeu. Selon justement avec les règles optionnelles que tu utilises à la table, plus éventuellement des house rules qui sont proposés par le maître de jeu en accord avec les joueurs, etc. Idem pour les véhicules. Il te décrit quelques véhicules de l'époque. Même chose avec bon, ça c'est très classique. Hein, les différents types de cartouches et les dommages que tu peux faire. Ça, c'est assez NASA à l'appel, hein, la table des armes, etc. Bon, là, je passe, hein, c'est du... C'est une question qui revient quand même. Oui, ouais. Puis 1910, tu vois, on n'a pas forcément le repère non Ouais. plus. Si t'as pas le manuel des armes, puis comme Cthulhu c'est fait pour 1920, on est tellement habitué à regarder pour cette époque-là que va-t-on savoir si en 1907 tel pistolet il existe, est-ce qu'il y a des automatiques, etc. Voilà, donc ça c'est tout un tas de tables qui vont servir. Une règle aussi sur le... Alors je suis pas rentré dans le détail encore de cette règle-là, sur les poursuites. Bon, je pense qu'il s'est inspiré certainement encore une fois des règles de l'appel avec voilà, une règle sur la collision et les dommages. Donc là, on est plus dans la partie mécanique de jeu. Hein. Comment gérer les dommages quand tu récupères des points de vie, la récupération en fait. Tu as un taux de récupération qui va être variable selon la hauteur de ta constitution. Alors ça, ouais, tiens, j'ai une question là, parce que souvent à l'appel, justement, après un combat, tout le monde se fait des jets de premiers soins, de médecine, et tu récupères instantanément des choses. Est-ce que là, il a un peu Oui, il y a ça, il y a premier modifié le soin. truc? Il y a Ouais. premier soin et après il y a des cycles naturels. Alors je les ai pas en tête, je crois que c'est quand tu dors ou tu vois ou par jour. Bon, Et en gros, par c'est la même chose. oui, sauf que là, par exemple, tu vois, si tu as une constitution supérieure à 12, entre 12 et 15, tu vas récupérer un point par cycle. Si ta constitution elle est supérieure à 15, tu vas récupérer 2 points par cycle. D'accord. Encore une fois, du petit détail, tu vois, Une mais petite qui touche. font que le perso qui a 18 en constit, il va récupérer plus vite
que le perso qui a 12, ce qui n'est pas le cas à l'appel, hein. Tout le monde récupère pareil. Voilà. Des règles sur j'allais dire la sombritude, darkness, quoi, sur les règles dans le noir, les règles de visibilité, le downtime, ce que tu fais un peu donc entre les parties, donc c'est là que tu vas pouvoir augmenter avec justement les points que tu as gagnés et puis également les trucs que tu as grisés. Règles sur la noyade, l'asphyxie, la suffocation, On passe tout ça. voilà, la fatigue, l'électricité, la chance. Alors oui, explique-nous un peu la chance. Alors la chance, ils sont pas. La chance, eux, en fait, c'est pas du tout la chance comme dans la dernière mouture des règles de Cthulhu. Sur la chance, là, on est sur. C'est à utiliser en fait lorsque une situation, en gros, tu sais pas, ça peut bien tourner si le joueur est plutôt chanceux. C'est comme ça peut mal tourner si le joueur est plutôt malchanceux, et ça va pas nécessairement dépendre de ce que le joueur va mettre en place. Donc c'est pas sur est-ce qu'il y a une barre de fer par terre alors que j'en ai besoin. C'est plutôt sur comment des situations évoluent, c'est ça? C'est ça. Alors explique-moi un peu plus parce que exemple. Eh ben exemple, exemple pratique, tes joueurs sont dans une fête foraine et il y en a un qui dit moi j'ai 20 $ dans ma poche ou sont dans un casino, je mise tout sur le vin. Est-ce que je gagne ou pas à la roulette? Fais un jet de chance. Ouais, à la roulette, la chance ça va être très difficile, donc il va avoir moins 40. Ok, mais il a quand même une chance de gagner. Donc voilà, encore une fois, c'est pas un truc qu'on va utiliser à chaque fois. Donc c'est aussi la barre de métal qui est oui, ça peut être ça. Terre. Ouais, ça peut être ça. Et les jets de chance, ils précisent aussi qu'il y a certaines formes de pratiques occultes ou de magie qui peuvent affecter la chance des personnages. Et on n'a pas une chance à la Pulp Cthulhu où en cramant de la chance, tu peux faire certains trucs un peu avantageux, Pas comme te donner 2 attaques par round ou ouais, des non. choses comme ça. Alors non, pour les attaques, là on a autre chose, je vais y venir après. Donc après la magie, alors ça fonctionne avec un système de points d'essence. En fait, hein, quand tu jettes des sorts, tu as besoin de sacrifier des points d'essence, qui grosso modo équivalent aux points de pouvoir, etc. Bon, le mouvement, exploration et l'encombrement, c'est pareil, est-ce qu'on joue encore avec l'encombrement? Moi je fais un peu plus ça au jugé, mais bon, en tout cas là tu t'as des choses assez précises si tu veux être un peu plus précis. T'as des petites précisions aussi sur les voyages, notamment les voyages lorsque tu vas être sur des animaux, des animaux de monte. Comme on joue en 1910, c'est vrai qu'il y a beaucoup de régions du monde où on va se balader plus souvent à dos de chameau, par exemple, qu'en automobile. Donc c'est toujours intéressant. Le petit paragraphe qui va bien sur les poisons, les maladies. Avec comment ça se gère. Un petit paragraphe sur la radioactivité également, les radiations. Les brûlures, l'asphyxie, je pense qu'ils ont leur. Alors là, c'est carrément la radioactivité, hein. Ouais. Parce qu'en fait, je veux dire, ils ont leurs règles pour ça, mais. Ah oui, j'ai passé déjà, ouais. Oui, ça existe. Ce qui est assez intéressant, alors Set Pieces, c'est un petit paragraphe où ils te donnent quelques petits exemples de choses qu'ils ont prévues telles quelles et que tu peux inclure un peu partout. Un exemple, le Crowded Bazaar. Donc ils te font un petit descriptif d'un petit bazar. Tu vois, avec ce que ça va signifier en termes de jeu. Alors par exemple spécial, tu auras un des 6 hommes d'armes locaux qui poursuivra tous les fauteurs de troubles sur le bazar. Tu vas pour les courses, le sol est jonché de petits trucs, donc tu auras voilà, c'est des petits trucs qu'on peut réutiliser, c'est pas mal, ça c'est fait partie. C'est ça, des petits coffres à jouer que tu peux sortir comme ça, voilà. Ensuite, on arrive à une partie qui va traiter un petit peu tout ce qui est horreur, les chocs et la santé mentale. Donc, on n'a pas de santé mentale à ce jeu, on a une caractéristique qui s'appelle la rationalité. Ouais. Mais qui en gros correspond à la de la santé mentale. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils font une distinction entre là encore, il va y avoir 3 niveaux selon ce que tu croises.
Alors, ce qu'il y a, les shock and awe, c'est les horreurs psychiques. Voilà, terreur spirituelle quand par exemple, tu traverses des ruines, etc. Donc là, c'est un jet de choc, et là, tu fais un test de willpower. Et tous les dommages que ça t'occasionne, tu les enlèves à ta rationalité. Ensuite, deuxième niveau, c'est Dread and Despair. Euh, alors là, c'est plus vraiment la frayeur. Et là, c'est un test de fortitude que tu fais. Et pareil, tous les dommages s'en vont à la rationalité. Et enfin, le troisième niveau, c'est Cosmic Terror. Et là, carrément, c'est ta rationalité que tu testes. Et tous les D'accord. dégâts, tu les enlèves. Alors après, tu as une table avec des exemples. Par exemple, tu es témoin d'une apparition de ghoul. C'est un choc, c'est willpower normal, et tu peux perdre un des 6 de rationalité. Euh, perdre un être cher dans des circonstances mystérieuses. Là, ce sera du despair. Et donc là, ce sera un test de fortitude, et tu peux perdre un des 8. Voilà. Mais au final, c'est toujours la rationalité qui est impactée. Oui, au final, c'est toujours ce qui correspond à ta Mais santé mentale. tu y résistes différemment selon que C'est ouais, ça, tu sois là. tu testes D'accord. différemment selon ce que tu croises. Donc c'est un peu plus fin que l'appel de Cthulhu où tout Encore une repose fois, je sur pense que ton. Ouais. c'est ça. Moi, je trouve que c'est assez light, tu vois. Ça, franchement, c'est une petite règle que une fois que tu l'as vu une fois, tu la comprends. Quand tu prévois tes jets, tu regardes juste, ah bah c'est tel truc, donc c'est un jet de ça. Et ça fait la différence aussi entre les joueurs, puisque les joueurs ont pas la même, tu vois, deux joueurs ont pas la même fortitude, ni la même willpower, ni la Ah, même c'est vrai rationalité. que à l'appel de Cthulhu, bon, et tu testes toujours sur ta santé mentale C'est ça. actuelle. Que Donc tu que ce sois soit une, pour résister à la vue d'un monstre ou dire est-ce que je tue cet humain de sang-froid, c'est le même truc que tu vas tester. C'est vrai que des fois, moi je me souviens de discussions de dire que ça n'avait aucun sens, quoi. Alors que là, comme tes tests sont faits sur des caractéristiques différentes, bah, encore une fois, la construction de personnage, elle Et impacte. voilà, ce que j'allais Ouais. te dire, c'est que surtout, c'est vachement plus cohérent, parce que à l'appel de Cthulhu, que tu sois institutrice ou prêtre, si tu Hmm. assistes, tu tombes sur un mec qui est possédé, tu vois, le prêtre pourrait avoir entendu parler par son église de possession, machin, tu vois, ben en fait, s'il a moins de santé mentale que l'institutrice, eh ben, il a moins de chances de réussir. Or là, étant donné que ça va renvoyer à une compétence, cette compétence, elle aurait pu être boostée par ton background culturel, par exemple, Mm, mm, tu vois, mm, mm. et donc du coup, ou par ta profession. Et donc du coup, c'est un peu plus fin. Tu vois, évidemment que le Cheyenne qui vit dans les montagnes et qui a déjà traîné dans quelques grottes, lui, voir un ghoul, ça va peut-être moins le déranger que, encore une fois, le mec qui est instituteur de campagne dans la campagne anglaise. Il va Mm. tomber, tu vois. Donc moi je trouve ça encore assez bien vu. Bon alors après tu as la règle sur la rationalité, les traumas majeurs, les traumas superficiels quand tu perds de la rationalité. Donc là on retombe sur des choses qu'on connaît, et les traumas majeurs peuvent entraîner ce qu'ils appellent des désordres mentaux. Est-ce que Voilà, tu as la donc notion de folie temporaire? oui, oui, c'est ça. Bah, en fait, quand tu perds trop de personnalité, tu as ce qu'ils appellent un major mental trauma. Voilà. Et tu as des symptômes. Alors, les premiers symptômes, ça va être impossibilité de se relaxer, Mm. tremblement et contorsionnement, fatigue chronique, insomnie, cauchemar, narcolepsie, hypervigilance, irritabilité, dépression, etc. T'as les addictions, hein, comme là on va retrouver beaucoup de choses de Cthulhu, mais à leur sauce. Mm, Encore une mm, fois, et ils font la différence, pareil, quand tu as des traumas qui viennent de dread and despair, comme perdre un autre cher, etc. Là, les symptômes sont pas les mêmes, tu as une petite table différente, et pour les chocs, c'est encore différent, devenir hystérique, etc. Et puis quand ça dure, bah là, tu vas carrément avoir des séquelles, c'est-à-dire un trouble mental, donc paranoïa, amnésie, catatonia, mégalomania, psychose, etc., etc. Également, ça a un effet
sur tes points à chaque fois que tu prends un trauma majeur, t'as une période de détachement et conséquemment ton personnage il perd la possibilité de gagner des points d'improvement. Ah, donc là, il y a une vraie mécanique, parce que c'est ce qu'on disait l'autre jour, c'est que les pertes de salles, enfin les folies ou les traumas, c'était au bon vouloir du joueur Ah oui, non, là, il y de a les des mécaniques interpréter. pour tout, hein. Il y a Alors des que mécaniques, là, je rentre pas dans le détail parce que voilà, sinon il faudrait qu'on fasse un podcast de 5 heures, mais il y a vraiment une mécanique pour tout. non mais là Euh, c'est bien que oui, que tu le précises, que là le mec il améliore pas son personnage quand il est traumatisé en gros. c'est ça. Donc c'est vraiment ça a vraiment un impact mécanique alors que Voilà. Et pour une période de jours qui est équivalente à ce qu'il a roulé, à ce qu'il a obtenu comme dommage. Donc hmm, s'il a un major trauma et qu'il prend 8, tu vois, pendant 8 jours, il progressera pas. hmm, Fera ouais, pendant 8 jours, il sera tellement détaché de ce qu'il fait qu'il n'en retirera aucune expérience, ouais, ouais. etc. Bon, après, il t'explique hein, comment regagner de- des points. Ensuite, on arrive au combat. Alors là, c'est pareil, il y a deux options. Il y a le combat rapide ou le combat un peu moins rapide. Alors, sans rentrer dans le détail, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des points d'action. Et que pour le coup, si tu as 2 points d'action, en moyenne à peu près tous les persos c'est 2 points. Après il y a quelques persos qu'on a un peu plus ou un peu moins si t'as été blessé ou que t'es en incapacité. Si tu veux parier, tu vas cramer un point d'action. Pareil. Pareil, oui j'ai dit parier. Hmm, Ouais. Voilà. Si tu ne peux parer que s'il te reste un point d'action. d'accord, ok. Voilà. Hmm. Des règles pour l'évasion quand t'es au corps à corps, combattre quand t'es prone, le fumble quand t'es en combat, les malfonctionnements, dysfonctionnements des armes, quelques règles sur le tir, le feu qui permet de te mettre à couvert, etc. Le tir L'initiative, suppressif. c'est comment? C'est comme à l'appel? C'est la dextérité? Alors l'initiative sur les combats, le combat en fait il est divisé en tours. Un round de combat, en fait, il est divisé en tours. Et à chaque tour, c'est un petit moment où, en fait, chaque caractère a la possibilité de réagir. Donc, normalement, t'as une règle optionnelle pour faire Normalement, c'est que ta dext sur l'ordre voilà en décroissant, mais là il te propose de rajouter un dé 10 plus la dext, voilà, que ce soit un peu D'accord. plus aléatoire, Hmm, de hmm. séparer les initiatives du groupe. Bon là c'est encore chacun pourra puiser ce qui lui paraît le mieux à sa table pour rendre le combat intéressant. Il y a des tables qui préfèrent un truc plus rapide, d'autres des joueurs qui aiment plus rentrer dans le détail. Après tu as un peu des règles sur les mouvements et les actions que tu peux faire en combat, des actions offensives, des actions défensives, bull rush, c'est un peu plus fourni, des manœuvres spéciales, c'est quand même un peu plus simulationniste et détaillé que dans l'appel. Moi, c'est ce qui m'a plu aussi. Je trouve Sur, que les règles de combat de la dernière version de l'appel sont pas mal quand même. Alors, ouais, mais là, tu vois, on est d'un niveau de complexité. Je sais pas si tu connais RuneQuest ou Mithras. Ils ont été chercher, tu sais, le différentiel entre ton niveau de réussite et le niveau de réussite de celui qui fait une parade, par exemple. D'accord. Et par exemple, l'attaquant fait un une attaque critique, il réussit, et le défenseur fait un fumble. Là, tu vas gagner 3 manœuvres spéciales que tu vas pouvoir utiliser. Tu vois, et dans les manœuvres spéciales, par exemple, t'en as une, c'est second shot. C'est-à-dire que tu peux tirer une fois de plus avec ton arme. Donc là, en l'occurrence, si sur ton premier coup de feu, tu fais un critique et que le mec il fait une action d'évasion pour sauter sur le côté, éviter ta balle, mais qui se déchire, tu vas pouvoir retirer 3 fois derrière. Donc inutile de dire que ça change complètement l'issue du combat. Après, oui, que les règles soient plus fouillées, pour moi, c'est pas forcément. Ah, est-ce qu'elles sont fluides? C'est toujours le même truc.
Est-ce Alors que est-ce que la complexification des règles n'est pas non plus un obstacle à la fluidité du combat? Il y a un équilibre à trouver, et moi je trouvais que justement dans les dernières règles, l'équilibre était pas mal. Alors, dans les dernières règles, moi je trouve qu'il n'y a pas assez de, il n'y a pas assez de, bon, ça n'est qu'un avis, hein, mais il n'y a pas assez de tactique. C'est-à-dire qu'en gros, les règles des combats, on s'en fout un peu. Tu vas me dire pour un jeu comme l'Appel de Cthulhu, qui est pas vraiment un jeu pulp en fait. Hein. Moi, je considère même que quand on fait du pulp avec l'Appel, pour moi, on fait plus de l'Appel de Cthulhu. On fait autre chose, mais pour moi, l'Appel de Cthulhu, c'est l'horreur Lovecraftienne. Et en fait, tu ne passes pas à l'action. Quand tu passes à l'action, c'est trop tard et tu peux déjà penser au prochain personnage que tu vas te faire. Moi, je le vois comme ça, l'appel, en fait. Et le truc, c'est que quand même, quand tu réfléchis bien, autant faire du pile ou face. Il y a aucun choix tactique dans les combats de l'appel de Cthulhu. Si, alors peut-être sur les tirs. Tu peux choisir de tirer une rafale pour que tes amis se mettent à couvert. C'est la seule tactique un peu que tu peux employer. Il y a très peu de choses. En Non, il y fait, a le choix de parer ou de contre-attaquer. Il y a le oui, mais choix alors, de... ouais, bah, ouais, pareil contre-attaquer, mais ça change pas énorme de rendre les coups. Du coup, Il y si a, il y t'es a quelques égalité avec manœuvres le de mec, combat. Enfin bon. il y en a peu. Moi, je trouve que moi, je trouve qu'il y en a trop peu. Pour moi, qui aime bien les jeux tactiques. Alors, D'accord. encore une fois, après, c'est hyper. Par contre, j'ai conscience que pour Raiders, ça nécessite pour que ce soit vraiment fluide et intéressant. Tu vois, parce que les règles, c'est bien beau, mais encore faut-il que tout le monde les connaisse à la table et sache les appliquer rapidement. C'est ça Et que je... Ouais. je vais me rendre compte quand je vais faire une partie. Moi, je pense qu'il va falloir un ou deux combats pour que les joueurs comprennent bien les possibilités qu'ils ont en combat et le côté un peu tactique. Tu vois, ne serait-ce que quand ils gagnent une manœuvre gratuite, qu'ils sachent un peu par rapport à ce qu'ils ont, la façon dont ils combattent, quelle est la manœuvre tactique qui à cet instant T va être la plus profitable pour leur personnage. Ensuite, quelques petites règles comme combattre quand tu es sur une monture, léger de morale quand tu as des ennemis, tu vois, du cultiste de base. Si tu commences à sortir du bâton de dynamite et de la mitraillette Thompson, peut-être que les mecs ils vont se barrer. Euh, Il y a une règle également sur les mooks, hein, donc les minions. Donc tu peux faire des adversaires, tu sais, qui ont très peu de points de vie et qui partent tout de suite dès qu'ils prennent un coup, qui sont hors d'état de nuire. Voilà, je passe. Après, on attaque la magie. Donc, Alors attends, je peux t'interrompre bien sûr. parce qu'il me semble qu'on l'a passé. Moi, j'avais une question à propos des règles d'investigation. Parce que souvent, à l'appel de Cthulhu, le problème, c'est un peu est-ce que je fais un jet de trouver objet caché? Est-ce que je donne le résultat? Est-ce que je fais un jet plutôt de bibliothèque? Combien de temps j'y passe? Il y a souvent un espèce de flou un peu là-dessus et chacun fait ça à sa sauce. Est-ce que là, justement, vu apparemment le type entre un peu plus dans les détails de certaines mécaniques, est-ce que pour la recherche d'indices, l'investigation, est-ce qu'il y a des règles, des Oui, choses qui t'ont alors, paru en bien? fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le gars, il cite plusieurs fois dans le bouquin, je sais pas si t'as fait gaffe, le site, tu sais, le site qu'on aime bien, là, The Alexandrian. Ouais. Donc en fait, dans une partie du livre à la fin, qui est très très bien, moi c'est presque ce que j'ai trouvé parmi les choses les plus intéressantes, c'est comment écrire des scénarios et comment écrire des campagnes. Ouais, cette partie-là, elle est Elle bien. est super, cette partie-là, moi je trouve qu'une fois que tu la vois dans un jeu comme ça, tu dis putain, elle manque vraiment à l'appel. Et alors j'espère un peu là, je croise les doigts avec, je me rappelle jamais de l'éditeur, c'est Edge je crois qui a repris la licence. Ils ont déjà sorti le kit d'initiation. J'espère que s'ils refont un manuel, ils vont rajouter ce chapitre. Parce que là, il y a tout à faire sur ce chapitre pour, tu vois, un gars qui connaît pas le jeu, qui est séduit par l'univers, qui lit les règles. La grosse difficulté, moi je pense après, quand t'es maître de jeu, c'est comment te débrouiller pour faire un scénar qui tient la route. Alors, on y Sachant- reviendra après, mais ma Ouais, question ouais. sur Alors, je l'investigation. suis en train de chercher hein, sur les. Donc plusieurs fois, déjà, ils font appel à ce qu'ils appellent en fait des skill levels.
C'est-à-dire que en fait, quand tu vas avoir un certain niveau dans une skill, plus de 50 par exemple, ça va te mettre au level 2. Et quand le maître de jeu, tu prévois ton scénar, un indice, si jamais tu le chiffres, alors ils prennent deux petites bullet points, tu vois, deux, ça veut dire que tout personnage présent dans la scène qui a par exemple alors il y a pas trouvé caché ici, c'est research je crois, Ouais. qui a deux, et ben il l'a automatiquement cet indice là. Ah, d'accord. Tu vois, donc ça aussi, c'est plutôt bien vu pour nous aider dans nos scénars. Où nous, on est obligé à chaque fois d'expliquer, tu vois, de pondre un paragraphe pour dire, alors si jamais le mec tente un... Là, c'est très... Tu codifies ta scène comme ça, tu fais un listing de tes indices, et tu as ce qu'ils appellent des clous automatiques. Tu vois, donc là par exemple il te donne un petit truc, voilà, un petit exemple, un mec qui a des connaissances en occulte, tu vois, s'il a deux face à un grimoire, il trouve directement, c'est un ouvrage médiéval que l'on doit au roi Salomon. S'il a trois, il a ça, plus chacun des sceaux présents sur le grimoire correspond en fait à un démon spécifique. Et Hmm. enfin, s'il veut avoir accès à au dernier niveau d'indice, tu vois, il faut qu'il tire un dé 100 et qu'il réussisse sa compétence. Et là, il s'apercevra que dans les écrits du grimoire, il est fait mention à des espèces de décans astrologiques qui auraient un rapport avec l'apparition de démons. D'accord, ouais, donc c'est intéressant parce que c'est pas seulement l'histoire de trouver un objet caché, c'est plutôt l'objet, il est là, il est pas C'est les si indices que difficile que l'objet ça, peut mais te, qu'est-ce voilà, que tu peux en tirer, quoi. les indices que l'objet va pouvoir te révéler. Hmm. Alors, je pense que ça nécessite pour le maître de jeu de revoir un peu sa copie dans, tu vois, dans le Ah oui, dans il faut. comment on traite les Ouais. dans comment on traite les indices et tout ça. Mais pour un jeu purement d'enquête, imaginons que tu joues en départ de campagne, une simple enquête, tu sais, avec un tueur en série qui n'a rien à voir avec le mythe. On est souvent emmerdé avec ces scènes-là parce qu'effectivement, ils vont trouver un cadavre, ils vont inspecter le cadavre. Bon, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir, tu vois, là, t'as moyen de faire une fois de plus des trucs super intéressants. Parce que le médecin, par exemple, il va avoir tout un tas d'indices qui vont tomber directement, tu vois. Type, il a les lèvres bleutées, il a été cyanosé, certainement on a utilisé un poison, tout ça. Par contre, tu vois, il va falloir qu'il fasse un test, des prélèvements et un test de pharmacochimie pour déterminer quel type de poison. Et là, il faudra qu'il jette un... Enfin, tu vois, ça va rajouter, je pense, du gameplay dans l'enquête et rendre les enquêtes peut-être un peu plus jouables. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, moi, je mise un peu là-dessus. De la même façon que le combat, tu vois, il va rajouter du pulp jouable sans tomber dans le truc de Cthulhu Pulp où tu peux jouer un super-héros. C'est tout juste si t'as pas le bras qui s'allonge et la vision qui te permet de voir à 10 bornes. Tu vois, t'as quand même quelques pouvoirs dans Pulp qui sont un peu what the fuck. Je trouve qu'ils sont un peu BD, tu vois. Quelques-uns, ouais. Ouais, ouais. Tu vois, il y en a quelques-uns, moi, pour moi, on sort du jeu d'ambiance horrifique. Tu vois, si tu mets des joueurs, j'en ai plus en tête, mais je crois qu'il y a des trucs avec la World Science là, où c'est quand même un peu limite. Bon, donc après, on a les fameux systèmes de magie. Donc là, c'est pareil, hein, je rentre pas dans le détail, mais il y a tout ce qu'il faut. Et encore une fois, ils présentent des archétypes d'occultistes. Il y a tout un truc sur la démonologie, l'herméticisme, l'exorcisme, etc. C'est assez développé. Et on arrive au bestiaire. Alors le bestiaire, ce qui est sympa, là encore, hein, je vais passer assez vite, c'est qu'il y a les créatures du mythe, telles qu'on les connaît, et codées pour ce jeu-là, mais il y a également, au début, t'expliques comment créer un extraplanaire. Donc là, on va pouvoir faire comment il s'appelle ce film où il y a un truc dans la télé, là? Enfin, un film très grand public, qui avait cartonné au milieu des années 80. Poltergeist. Ok, ouais, j'ai pas Tu vu. vois, tu vas pouvoir créer par exemple un poltergeist
D'accord, avec des capacités de poltergeist, c'est-à-dire que si les persos le croisent dans sa forme immatérielle, il peut leur drainer des points, etc., etc. C'est assez dense, hein, c'est un peu ardu là parce qu'il faut créer ton truc, mais c'est très intéressant dans ce que tu peux créer comme créature. Et puis après, on va retomber sur du beaucoup plus. Alors après, c'est ce qu'ils appellent les Outer Monstrosities, les élémentaires, avec des capacités spéciales pour les élémentaires, les extraplanaires. Et puis après, on va finir par arriver, se recentrer sur le mythe. Tu vois, mais entre deux, un peu à la façon de Chill, tu vois, il t'explique comment créer des créatures spécifiques. Là, tu peux faire un scénar où il y a un fantôme. Voilà, des esprits, des fantômes, Voilà, et ton du fantôme, spiritisme. mais ton fantôme, il sera intéressant à combattre. Tu vois, il y aura une cohérence entre les facultés, la façon dont est scripté ton fantôme au niveau des règles, et ce que tu vas pouvoir lui faire en combat. À Cthulhu, je sais plus dans quel scénar, je crois que c'est dans la maison Corbit, ou la maison hantée, puisqu'il y a les deux titres, où tu croises ce genre de choses, mais en fait, à part que les joueurs faire un jet de santé mentale parce qu'ils ont vu bouger les rideaux, mais ils n'ont pas vu de créature, ils risquent pas grand-chose quand ils le croisent, je crois, la première fois, tu vois, si ce n'est la peur. Là, une entité comme un poltergeist ou un fantôme, elle peut t'attaquer. Bon, tu peux aussi faire tes règles maison à l'appel de Cthulhu. Hein. Oui, oui, mais sauf qu'il faut faire tes règles à chaque fois. Oui, oui, bien sûr, on peut tout faire. C'est un jeu suffisamment simple. On peut un peu le manipuler dans tous les sens. Alors là, tu as des traits pour les entités. Tu vois, des traits un peu Word, etc. Quelques exemples de Gehem Nibo, voilà, c'est des exemples. Hein. Et puis on arrive aux grands anciens, et puis après on va retrouver tout le bestiaire, Deep One, Spiders from Lang, les Les classiques. Chocho, voilà, le classique, Azathoth, là il y a tout ce qu'il faut pour Tsagato. Tous ces types qu'on aime bien. Voilà, tous ces PNJ assez neutres finalement. Voilà. Et là, on attaque pour moi à la page 322. Ah, Donc, tu as vu, alors on est quand même sur création de quelque chose de. scénario, C'est de ça. setting, On arrive sur un voilà. chapitre qui s'appelle Setting Creations. Et là, moi j'ai pris la plus grosse claque que j'ai pris. J'étais déjà bien content, tu vois, au fur et à mesure que je lisais les règles. Je suis comme toi, hein, je demande à tester en partie, voir si c'est pas trop contraignant, etc. Mais en tout cas, ça me plaît qu'il y ait la possibilité de mettre un peu plus de crunch dans les règles, dès lors que ça sert le propos du scénario et de Ah, la partie. Hein. j'étais sûr que ça allait te plaire. Et là, pour moi, là, on est dans, franchement, et donc ça fait pas loin de 200 pages, dans un truc qui devrait exister, vu qu'on en est déjà à l'édition 7 de Cthulhu, et qui n'existe toujours pas. C'est en gros des conseils de meneur sur ok, le jeu vous a plu, vous avez compris les règles, vous avez créé les persos, vous avez éventuellement il y avait un scénar avec qui se passe dans un marais, un petit scénar d'une trentaine de pages qui était avec le crowdfunding. Du coup, je l'ai pas pris en séparé moi sur DriveThru, mais concrètement, comment je fais pour créer mon setting, sachant que c'est un peu particulier parce que c'est pas un monde type un monde futuriste ou médiéval qu'on invente, c'est notre univers plus du paranormal entremêlé dans notre univers. Et là, c'est juste génial, quoi. C'est juste plein d'idées à chaque page. Alors moi, Voilà, j'ai vu donc. des similitudes un peu avec le bouquin de Pulp Cthulhu, où on te parle de ces organisations internationales. Alors, Euh, Pulp Toulouse avait déjà effectivement franchi, tu fais bien de le rappeler, franchi un cap, mais il restait vachement sur le côté joueur. En fait, dans le prolongement de ce que tu as dans les organisations de la V7 pour, tu sais, impliquer tes joueurs, bah, ils appartiennent tous à la même organisation, machin. Là, il te décrivait des factions ennemies et aussi des factions sur lesquelles les joueurs allaient s'appeler. Mais là, c'est carrément, en fait, comment créer ton setting et que tu vas développer au cours de ta campagne. Parce qu'encore une fois, je pense que les campagnes s'écrivent pas de la même façon pour l'appel que pour ce jeu. Là, on est à mi-chemin entre le jeu purement comme l'appel, tu vois, ambiance, machin, et quelque chose qui serait plus proche du jeu d'exploration.
Donc ils te disent de commencer par mettre ce qu'ils appellent des traits à certains lieux. Et il Ouais. t'explique qu'au départ, il faut pas trop, faut que ça tienne en deux trois mots. Et tu ne les développes que si tes personnages y vont. Alors, tu parles des traits pour ces grandes organisations là? Non, c'est pour des lieux. Des lieux. Alors, explique un petit peu là. Explique Euh, l'idée un peu générale parce que j'ai alors pas. l'idée un peu générale, imaginons que je fasse une campagne et que je décide qu'il y ait une mine avec, je sais pas, des migots, par exemple. Ouais. Au fin fond de l'Alaska ou je sais pas où tu veux quoi, voilà, ou au fin fond du Pérou, tu vois. Bon, il se peut que dans la campagne mes persos n'aillent pas dans cette mine de Migo, tu vois. Hmm. Donc en fait, je vais lister mon truc en mettant mine de l'Alaska, présence de Migo, chantier arrêté. Tu vois, c'est D'accord. ça qu'ils appellent un trait. Et c'est-à-dire qu'en fait, tu crées tes éléments un peu comme un coffre à jouer. Et ça, je vais le développer si mes personnages arrivent à trouver des indices qui vont les envoyer du côté de cette mine. Mais tu vois, au départ, l'idée, c'est d'avoir un scénario développé, mais minimaliste. Tu vois, Voilà, tu que les développes grands, que dans les directions où les joueurs fouillent quoi en fait. c'est ça, c'est ça. Et donc après ils te disent d'organiser en fait tes traits avec leur location. Alors bon, des petits conseils, hein, brainstorming pour les traits de localisation. Donc ils te citent un peu des sources d'inspiration. Bon là-dessus très classique, hein, les séries télé, les bouquins, les BD, j'en passe et des meilleurs. D'ailleurs, il y a une bibliographie à la fin, C'est ça assez fournie. qui est plutôt pas mal aussi, j'ai trouvé. T'as une liste de traits. Alors tu sais, tout à l'heure, je t'avais parlé du bazar, crowded bazar. Là, c'est Ouais. pareil, c'est un peu des traits que tu peux reprendre. Alors, par exemple, un des traits que tu peux mettre à n'importe quelle sauce, c'est ce qu'ils appellent alien architecture. C'est-à-dire qu'en fait, sur ce site-là, tu vas avoir des restes d'un empire étranger, en fait. Alors ils disent comme les Savage Chocho ou les Subterranean Serpent Folk, voilà, qui vont avoir existé dans ce lieu et ils te proposent même des complications. Un Hmm. cargo humain s'est installé là-bas et du coup des cultistes ont développé, etc., etc. Donc c'est Et quoi? donc C'est des tables, non, c'est non, c'est des petits paragraphes. C'est un petit d'inspiration. paragraphe. Voilà, le suivant, ça s'appelle Alien Artifact. Et là, ils font pareil, un objet inhumain d'origine inhumaine qui a C'est page été combien ça? 324. Ok. Vas-y, continue. Objet d'origine inhumaine qui a été forgé par une intelligence alien, étrangère, Ah ou d'accord. Ouais. par des mains humaines, mais voilà, voilà, Oui, hop, donc avec les variations, tu adaptes ça à ton scénar ou à ton lieu. Euh, D'accord, mais ça te fournit un espèce d'archétype, mais pour des endroits un c'est ça. peu variés, quoi. Et ça, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, je trouve ça pas mal parce qu'en fait, ça évite le déraillage complet. Tu sais, le mec qui veut faire un scénar façon Cthulhu, et à la fin, en fait, il a fait un scénar façon Colombo. Tu vois ce que je veux dire? Il s'est complètement planté, ou alors il a fait un truc façon, je sais pas, John Carter. Il est parti sur un truc où les mecs ont été sur la planète Mars et tout, alors qu'au départ, il voulait être dans un... Là, ça te permet de cerner un peu le sujet, et t'en as des pages et des pages, hein. T'en Ah, as, ouais, ce que je vois, t'en as c'est... des Monster Colony, la cabale secrète, Super Sagasso, Spy, les World Science. Je continue. Des C'est même personnages. aussi, pas simplement à la création de scénario, mais pour l'improvisation. C'est ça. C'est ça, tu peux puiser. Criminal Stronghold, bien souvent les joueurs arrivent, ils disent bon, on va dans cette raffinerie clandestine. Ah, Boum. tu te dis merde, paf, là tu as immédiatement, ouais, en quoi, un paragraphe, un quart de page, C'est ça. Et ils t'as poussent pas le dé. une raffinerie clandestine, t'as des options qui
peuvent te permettre de brosser rapidement quelque C'est chose de ça. Et après, crédible. tu peux la personnaliser, la tienne, comme tu veux, quoi. Ou si tu dois en faire Avec intervenir. des menaces, des choses qui peuvent se passer, ouais, c'est pas mal ça. Exactement. Ensuite, tu as carrément des personnages, des NPC. Donc soit des PNJ, des NPC plutôt raiders, plutôt aventuriers, soit Alors attention, Raiders, on reviendra sur ce terme après, mais continue. C'est pas aventurier Raiders, hein, c'est les pilleurs de tombes. Enfin, Oui, les c'est vrai, pilleurs. tu as raison. Oui, 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 tu as raison. Parce que, allez, oui, oui, moi je reste sur Raiders of the Lost Ark. Mais en fait, c'est vrai que c'est plus des pilleurs de tombes. Donc c'est de l'adversité. Donc autant pour moi, c'est effectivement uniquement de l'adversité. Tu as quelques grands méchants qui sont tous faits, qui ont tous un background. Tu vois, moi je suis à la Mm. 343. Là, t'as Brandon Joseph Lemos. Entrepreneur marchand et détective de l'occulte. Voilà, et Christian Lehmann, Georges Rothrock, enfin voilà, sympa encore. Là, ça s'approche un peu de ce qui est fait dans Septième Mer, où t'as toute une galerie de personnages comme ça, que tu peux, si tu veux, tu peux assez vite, je pense, te lancer dans une campagne, parce que t'as pas 300 personnages à créer. Déjà, tu peux en reprendre quelques-uns ici, tu vois. Donc c'est du matériel de jeu. Moi, je trouve ça Ouais, plutôt pas j'aime mal. bien cette idée de. Ça me fait penser un peu à une structure fractale, c'est-à-dire que au début, tu as une forme générale et c'est simplement quand tu vas zoomer sur certaines parties de l'image que tu vas pouvoir C'est voir ça. d'autres formes émerger en fait. Et là, C'est il te donne complètement des ça. structures. Et moi, ce qui me fait dire que, en voyant, en visualisant cette structure là fractale, comme tu dis, c'est qu'en fait, c'est beaucoup plus un jeu d'exploration que l'appel, en fait. Tu vois, parce qu'à l'appel, t'as pas vraiment besoin d'avoir de structure fractale, puisque de toute façon, c'est un peu railroadé. Enfin, même si tu prends les grandes campagnes, tu vois, du commerce, c'est moins ouvert. C'est écrit dès le début que les mecs ils doivent aller là, trouver les indices, puis aller là derrière. C'est quand même le pays du railroad quoi. Après ça marche très bien. Moi je les adore les campagnes. Hein. C'est pas pour dire du mal, sauf les 5 supplices que je Tarabor, trouve très faibles. Mais je pense que là, dans ce qu'il nous propose, enfin dans ces chapitres 10, 11, là, sur la création de setting, etc., c'est une option. Enfin, je veux dire, ils te disent que tu as plusieurs façons de créer tes scénarios. Tu peux faire soit des scénarios linéaires, soit des scénarios bac à sable, soit. Ils font déjà la distinction entre c'est ça. plusieurs modes de C'est création ça. Bah pour le si tu MJ. veux, moi je pense que c'est ce qui me fait dire encore une fois, c'est que le mec il a poussé la réflexion plus loin que ce que Sandy Peterson à l'époque où il a fait l'appel, lui il était plus parti sur une ambiance générale, tu vois. Et le problème c'est que les éditions, il y a quasiment zéro changement entre toutes les éditions. Pour des problèmes, je pense aussi de rétrocompatibilité, parce qu'ils se sont toujours arrangés que même si tu prends un scénar de la deuxième, tu peux le faire jouer avec l'édition la V7, tu vois. Non, mais dans les scénars du commerce, c'est normal que ce soit écrit à l'avance. Mais moi, je te parle plutôt dans le livre des règles, les conseils de création de scénario. Ah bah t'en as pas donc Toulouse. À l'appel de Toulouse, on est resté à la pelure d'oignon. Je vérifie, hein, je l'ai sous Oui, les oui, yeux, oui, oui, c'est je vais ça. On est regarder. resté à les plusieurs couches. Hmm. Et surtout, t'as pas de boîte à outils. Là, tu vois, à partir Ouais, de la ouais, ouais, page ça c'est clair. 358, tu as des profils pour des bodyguards, des cultistes, des voleurs, de la police, voilà. Tout ça, à l'appel de Cthulhu, soit tu l'as, bon, dans les campagnes, c'est écrit, mais sinon, c'est à toi de le créer. Tu vois? Hmm, hmm, hmm. C'est beaucoup de temps pour un maître de jeu qui aime bien écrire ses campagnes. Là, j'ai l'impression que t'es quand même vachement encadré. Après, t'as des bêtes et monstres. Encore, les dogs, les chimpanzés, crocodiles, chevaux, les éléphants, les lions. Bon, ça, on l'a aussi à Cthulhu, hein. Et puis après, tu as, chapitre 11, les organisations. Et là, il te donne pareil, c'est des grands types d'organisations académiques, coloniales, criminelles, au niveau des espions, intelligent, martial, occulte, etc. Avec quelques exemples anti-impérialisme, etc., etc. Dominion, Doppelganger, voilà. Il t'explique comment créer toi-même stating an organization optional. Donc comment toi-même créer une espèce d'organisation. Et là, c'est très intéressant. Regarde page 383. En fait, ton organisation, ils font ça sous forme de diagramme.
383. Ouais. Alors, je regardais dans le Cthulhu classique, c'est vrai que on te parle de linéaire, non linéaire, mais ça va pas. Je crois qu'il y a à peine une page, hein. Un mec à qui c'est pour qui c'est le premier jeu de rôle, tu lui parles linéaire, non linéaire, tu vois. Oui. Le mec, il va mettre 2 ans avant de se dire ah ouais merde, on peut aussi faire comme ça quoi. Et Bah, là, la question, là, t'as tout, mais parce que peut-être nous, on a déjà un peu maîtrisé, écrit des scénarios, mais est-ce que pour le gars vierge de chez Vierge, est-ce que même avec tout ça, il voit concrètement comment traduire ça en un scénario ou une campagne? Je suis pas bah, sûr, mais c'est vrai que c'est bien que tu aies les outils. regarde 383. Le simple idée de te poser, de te montrer qu'en fait tu peux résumer d'une façon avec une fiche heuristique ton organisation. Tu vois, en faisant ouais, un schéma, machin, avec les flèches, les relations, on voit quand même que le jeu, pour moi, ça c'est une des marques qui montre que c'est un jeu, même si le concept et tout, on est d'accord, c'est du Cthulhu-like, le mec il prétend pas réinventer, malgré tout c'est super neuf. Tu vois, on voit que là, le mec, il est passé après les débuts de la théorisation du jeu de rôle où on me disait, mais il suffit d'un schéma avec les relations entre les principaux PNJ. Les premiers jeux, il n'y avait pas cette démarche-là. Non, là, clairement, avec le premier chapitre qui détaille un peu le contexte historique et ces 3 chapitres, alors je crois que c'est la création de setting, les timelines là sur tout ce qui est comment dire les différents progrès en termes de sciences, de politique, de ça, et ensuite toute cette création de d'organisation, euh, enfin d'organisation un peu à la, enfin je vais pas dire organisation Pulp, mais un peu comme les organisations dans Pulp Cthulhu, Ouais, vraiment une boîte à outils carrément. Et là, pour écrire ta campagne. Ouais. c'est exactement ça. Et après, ça continue et ils vont jusque dans le détail. Donc, ils te donnent des exemples. Et Black Hand de 1901 à 1917, où là, ils ont fait vraiment un travail de fond où tu as expliqué un peu l'organisation, le pourquoi du comment. Ils te prennent l'exemple de Pinkerton Detective Agency, l'ordre hermétique de l'Aube dorée, tu vois, le culte de Cthulhu, enfin Aleister Crowley, le culte du cygne jaune, The Black Brotherhood, front organization, les fondations. Là, je passe très vite hein, parce que là, bon, Il y a plein de trucs. Hein, y a plein c'est de à trucs. lire, c'est très dense. Voilà, et je crois que ça se finit après avec les fameuses timelines que tu disais. Je crois pas qu'il y ait des idées de plot. Encore une fois, expanding location trait, donc comment à partir des traits de location on peut mettre des plots à l'intérieur. Voilà, Big Haste, Catch Me If You Can, Circle of the Wagons, plein d'idées, Prison Break, Ouais. Pandora's Box. Enfin, c'est Les très stéréotypes de. Ouais. c'est ça. Et après, tu as des tables de référence sur le monde. World Source Book, pareil, qui sont, je pense, qui peuvent un peu aider en termes de chronologie, tout ça, pour le maître de jeu. C'est quand même, c'est quand même. Et puis la superbe, ça se termine sur ce que tu disais là, la bibliographie qui est quand même très très fournie. Bon, on va retrouver hein, tout ce qu'on connaît, hein, Dunsany, Joseph Conrad, Maupassant, le Horla, tiens, c'est rigolo, Stephen King, Rudyard Kipling, Fritz Lieber, Jack London, ah, voilà, et des feuilles de personnages. Et je crois que tu as des pré-tirés, voilà, tu as même quelques pré-tirés, tout à la fin du bouquin. Donc voilà. Alors bon, on a survolé, hein, mais je pense quand même que pour les gens qui l'ont pas lu, ça leur donne une petite idée. Bah avant de te demander ce que toi tu penses de tout ça, moi je vais me prononcer. Moi je suis, pour l'instant, je suis excité comme une puce. Voilà. J'ai hâte de faire jouer. Voilà, j'ai hâte de faire jouer. D'ailleurs là pour notre projet, les campagnes du
mardi, moi ma première campagne que je vais faire jouer c'est celle-là. Donc si c'est pendant que toi tu mènes pas, si ça te dit d'y participer, parce que je pense que c'est le genre d'univers qui toi devrait te plaire vu que t'aimes bien le Cthulhu-like, bah t'es le bienvenu quoi. Je suis très curieux de voir ce qui va sortir de ton cerveau malade, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est- Bah j'ai déjà commencé Avec tous ces un, nouveaux outils. j'ai déjà commencé à cracher quelques idées et en fait, mardi on a joué donc j'ai croisé certains autres joueurs et je pense que il faut le premier truc qu'il faudra faire c'est la session 0 avec la création de personnages de manière à ce que maintenant je vienne saupoudrer avec justement tu vois des cacahuètes qui viennent pour lier vos personnages plus profondément avec la Mm. campagne elle-même quoi. Ouais. Donc voilà, donc moi je trouve que c'est alors c'est pas forcément super original, encore que 1910, moi je trouve que ça change. On avait eu du Cthulhu pendant la guerre, du Cthulhu dans Bah, ça l'espace, dépend du de tes scénarios. Après, si tu tires avantage du contexte historique, oui, ça sera original. Mais si tu fais un scénario classique, enfin une maison hantée ou un culte perdu dans je ne sais quelle contrée reculée, le contexte historique ne sera pas du tout mis alors le en monde, compte. tu sais qu'on retrouve, moi ça m'a fait penser, ça m'a fait penser aussi un peu à la V2 de Crime. Parce que la V2 de Crime se passe aussi 1900-1910, la belle époque en France en fait, et du coup tu retrouves. Donc d'ailleurs, si les gens veulent faire jouer à Raiders of Arlier dans un contexte français, je pense que là, un des deux tomes, je crois que c'est le premier tome de Crime V2, est vachement intéressant parce que là, qu'est-ce qu'il y a aussi comme contexte historique, tu vois, ne serait-ce Mm. en vocabulaire, en description de rue, en description de comment se passait la vie à cette époque-là à Paris en 1910. Bon, on a une vague idée, mais si tu veux un truc vraiment un peu plus exigeant en termes historiques, tu vois, il y a moyen bon, il faut passer des heures à faire à travailler dessus, tu vois, mais il y a moyen de faire quelque chose vraiment assez simulationniste et donc je pense assez intéressant. Voilà, moi c'est ce que j'en pense. Je sais pas toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Bah, de ma lecture superficielle, enfin là j'en ai appris un peu plus en t'écoutant. Moi je trouve que en ce qui me concerne, au niveau des règles, je trouve ça assez similaire avec les règles de l'appel. En tout cas, moi, si j'achète ce jeu, si je le fais jouer, je vais pas toutes les règles optionnelles. Pour moi, je vais pas les options, c'est des complications. Et comme c'est pas mon style de jeu, je pense que je vais rester plutôt sur la partie basique, qui est très proche de l'appel de Cthulhu, bien que certaines règles, hein, comme par rapport à la localisation des blessures ou peut-être la façon dont on perd de la sanne qui est un peu plus fine ici. J'aimerais bien les tester. Mais moi, ce que je trouve vraiment balèze là-dedans, ouais, c'est plutôt le côté création de scénario, que je trouve que c'est ça vraiment le point fort par rapport à l'appel de Cthulhu, c'est de rentrer dans La troisième partie, quoi. ouais, ouais, ces chapitres-là. Moi, je vois ça un peu comme un manuel du gardien que je pourrais utiliser, je pourrais tout aussi bien utiliser avec les règles Chaosium Ouais, tout à fait. normales. Ouais, ouais, Tu vois. c'est clair que ça fonctionne. Et voire même, moi, je suis sûr qu'en changeant un peu les thématiques et les tropes, tu peux même l'utiliser pour faire du Medfan, hein, pour concevoir tes scénarios. Moi, je pense que c'est vraiment une façon d'envisager un peu les scénarios autrement. Tu vois, et que du coup c'est plus effectivement des conseils de maîtrise. Là ils sont vraiment rattachés au contexte historique de ce jeu-là et au contexte d'ambiance de ce jeu-là, mais si tu as besoin d'une guilde d'assassins, tu vois, tu peux très bien dans un Medfan, tu peux très bien te servir de leur fiche heuristique d'organigramme. Si tu as besoin d'une campagne d'exploration, tu peux très bien fonctionner en faisant d'abord des localisations avec juste des traits en quelques mots que tu développes au fur et à mesure où tes joueurs manifestent de l'intérêt pour ces points-là et que tu sais qu'ils vont aller les visiter, etc. Donc je pense qu'en fait, oui, effectivement, ce qui est pas mal, c'est que la réflexion, elle est quasiment transposable quel que soit le jeu de rôle, même un jeu de rôle futuriste, tu vois. Mhm, mhm.
Jeu de rôle futuriste, de toute façon, tu vas pas t'amuser à détailler chaque planète, et dans chaque planète, chaque continent, et dans chaque continent, chaque ville, tu vois. Donc tu es un peu obligé de fonctionner comme ça parce que l'échelle est énorme. Et là, je pense aussi que comme c'est un jeu qui se veut très pulp, c'est-à-dire très comme certaines campagnes de l'appel, tu vois, on va avoir un truc en Égypte, on va aller au Pérou, visiter un temple machin, puis on va revenir à New York, etc. En campagne, je parle. Du coup, c'est vrai que tu peux pas rédiger ton truc. Alors le Pérou et partir, tu vois, on faisait tout un chapitre sur le Pérou. T'es obligé de dire bon, bah, au Pérou, il va y avoir tel culte, etc. Et tu vois, et de développer au fur et à mesure. Je pense que c'est une question de scope. Tu vois, la leçon, elle est vachement, elle va aider, je pense, à bien, pour que le maître de jeu il puisse bien ouvrir sa focale, quoi. Tu vois, ou fermer sa focale de façon à faire des zooms à tel endroit à certains moments, et puis reculer sur l'ensemble de la campagne et se dire tchac tchac, ils sont là, ils peuvent aller là. Donc bon, Après, intéressant. l'autre grosse différence aussi, je pense, par rapport à l'appel de Cthulhu, ça va être sur la création de personnages et tous ces bonds, motivation, tous ces trucs qui apparemment sont plus intimement liés à des mécaniques qu'à l'appel de Cthulhu. Ou à l'appel de Ouais. Cthulhu, c'était au bon vouloir du joueur C'est ça, c'est ce qu'on disait de dans le le dernier jouer. podcast. Il y avait beaucoup Ça, de ça, choses qui sont distendues en fait. Ça, j'avoue que j'aimerais voir comment ça se traduit en jeu réel. Ouais. Je demande à voir, hein, je suis pas convaincu simplement à la lecture, je demande à voir. Et puis toutes ces règles un peu, enfin, alors, au niveau social, résolution de conflits, tout ça, je sais pas s'il y a grand-chose, mais j'ai l'impression j'aurais envie, hein, à la lecture, enfin à la description que tu m'as fait des règles, de faire des scénarios avec, tu sais, les soirées de l'ambassadeur, un petit peu, Ouais, ouais. et aussi avec le contexte de la chute des empires, etc. Donc, de vraiment avoir un peu plus j'aurais envie d'injecter un peu de ce côté-là, soirée de l'ambassadeur, dans mes scénarios. Euh, enfin, c'est juste une idée qui me vient comme ça. Ouais. C'est vrai qu'avec cette compétence d'étiquette là, Ouais. ce genre de truc, bah disons que moi je pense qu'ils ont un peu sur les trois axes, tu vois, sur l'axe purement pulp, action, combat. Ils ont été un peu plus loin que l'appel. Sur l'axe épaisseur des personnages, tu vois, avec des vraies incidences comme tu le faisais remarquer, ils ont été un peu plus loin que l'appel. Et sur l'axe compétences sociales, résolution de compétences sociales, comment je fais évoluer mon personnage dans une communauté qui est étrangère culturellement à la mienne ou à ma communauté d'origine, ils ont aussi amené des éléments pour aller plus loin. Donc après, ce qu'il faut voir, c'est si ça reste jouable. Voilà, Moi, je après, ça pense, s'adresse à des joueurs un peu plus, peut-être un peu plus adultes ou un peu c'est ça. plus. Moi, je pense que Ouais. c'est clairement pour moi plus exigeant. Hmm. Je pense. Ouais. Pour en tirer la substantifique moelle, parce que si en fait tu t'embêtes à rajouter des règles comme ça avec un niveau de simulation supérieur, mais qu'au final ça fonctionne pas parce que tes joueurs voilà, ça leur passe par la Ouais, tête, les ils en soirées ont de rien à foutre que l'ambassadeur, les rien combats, à ouais, foutre. ou ils Ouais. en ont rien à foutre que les combats soient tactiques, tu vois. Bon bah voilà, après je pense que voilà, c'est un public, je dirais un public peut-être averti, tu vois. Hmm. Ouais, ouais. Ou certainement aussi que, comme avec beaucoup de jeux, il y aura, on va retrouver différents niveaux de jeu, hein, parce que regarde, on constate quand même que prenons quelqu'un qui joue à l'appel de Cthulhu d'une façon un peu sérieuse, comme notre invité Yellow. Tu vois, lui ce qu'il fait pour ses scénars, machin, tu vois bien qu'il envisage une façon de jouer, qu'il arrive très bien à le faire en castant ses joueurs, etc., mais qui est certainement pas unique et qui est certainement pas non plus la façon dont tout le monde joue à l'appel. Tu vois, la pratique généralisée et qui fera peut-être chier certains joueurs, qui en intéressera vachement d'autres. Hmm. Et je pense qu'avec ce jeu-là, on va un peu plus vers ça. Tu vois, on va un peu plus vers Ouais. rendre l'expérience un peu plus cohérente,
semblable tout en amenant du pulp. À l'inverse de Pulp Cthulhu, où pour Ouais, c'est moi ça qui on est va marrant, c'est que t'as plus. aussi du pulp. C'est Ouais. ça. Alors que pour moi, Pulp Cthulhu, on va un peu plus dans le Cthulhu BD, World Science, tu vois. Et là, vous trouvez une fusée, vous allez sur Mars. Tu vois, Space 1889, ce genre de jeu. J'ai l'impression que la proposition de Cthulhu, elle est plus entre guillemets what the fuck que celle-là. Je pense que celle-là, c'est vraiment pour jouer un truc véridique qui va. Mais le pulp, c'est pas ça à la base, les livres pulp. Bah, il y a de tout. Le pulp, moi j'ai lu récemment là du Howard, tu vois. Alors ça se passe ça se passe en Afrique, moi, les quelques nouvelles que j'ai lues. Et non, c'est juste l'Afrique dans ces années-là. Tu vois, on doit être en 1912 ou 13, je crois. Et donc, t'as un explorateur qui est en Afrique. Et bon, après, il y a des histoires de culte, de méchants, etc. Tu vois. Mais il n'y a pas de world science, il y a pas de grand méchant avec le rire sardonique qui est en train de D'accord. construire un rayon gamma qui va lui permettre tu sais, Ça c'est de faire. weird science, mais c'est pas pulp proprement dit. Ouais, de Cthulhu Pulp, j'ai l'impression que c'est très World Science. Il y a des gadgets, tu vois, il y a des trucs limite science-fiction un peu BDesque du mec qui invente le rayon pour rapetisser les gens et puis après il va enlever les grands professeurs et il va les mettre dans une petite boîte maison de poupée, tu vois, et les mecs vont continuer à vivre alors qu'ils font 10 cm de haut. Je vois plus ce genre de truc qui peut être très intéressant à jouer aussi, mais tu vois, moins crédible, moins crédible. Et puis la magie occultiste, donc où là on aurait pour la première fois des archétypes de personnages qui vont utiliser la magie, chose qui jusqu'à maintenant était plutôt réservée aux jeux futuristes et aux jeux médiévaux, tu vois. Mhm. Donc voir aussi ce que ça donne, est-ce que ça va pas casser complètement le côté mystérieux de la magie. Je pense qu'il faut y aller aussi tranquillou, quoi, tu vois, et pas non plus le but c'est pas d'avoir des magiciens comme dans du D&D like, tu vois, mais Est-ce que tu as lu le scénario? Enfin, tu m'as dit que tu l'avais pas pris, mais le scénario qui va avec, non, je l'ai non? pas j'ai pas eu l'occasion de le lire. Ce serait intéressant de voir un peu un espèce de prototype de scénario pour ce système. Enfin, Voilà. Alors après, il faut voir parce que justement, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le cas, tu sais, il y a toujours deux cas de scénario, c'est-à-dire le scénario que tu vas faire jouer, qui est destiné à toi, où tu peux mettre des notes, des fiches, des plans, des schémas, et un scénario qui est destiné à être publié, où en fait tu dois faire passer tes idées et la façon dont tu veux que le scénario soit joué, d'une façon le plus claire possible et souvent le plus littéraire possible, de manière à ce qu'un maître de jeu prenne ton scénar et le fasse jouer. Je sais pas quelles options ils m'ont choisi. Alors que là, j'ai l'impression que dans le c'est sûrement bouquin, cette option. Ouais. ouais, parce que dans le bouquin, c'est quand même plus cette histoire de boîte à outils machin, des trucs pour faire toi ta campagne avec tes notes, tu vois, Oui. limite une campagne que tu écris à mesure que les joueurs avancent dedans, et pas écrire un scénario qui est destiné à être joué par d'autres. Non, mais je veux dire, à mon avis, celui qu'ils ont publié, c'est certainement un truc clé en main, littéraire, etc., comme tu dis. Mais ça serait bien même s'il est écrit comme ça serait bien juste De de jeter voir à un quoi œil, ça ouais. ressemble. Ouais, ouais. Ouais, ouais, complètement. Complètement. Bah écoute, voilà, donc à tester très rapidement. Donc toi, Euh, t'es convaincu, là, t'es à fond dedans, là. Bah, suffisamment convaincu pour à la rentrée, là, tu vois, le mardi, je vais commencer par ça. Le premier Ouais, scénar que je d'accord. vais proposer, c'est un scénar qui va avoir un début, un milieu, une fin, mais qui va aussi être ouvert, de manière à ce que si ça plaise, on puisse revenir par la suite et continuer la campagne. D'accord. Sous réserve que les joueurs aient une bonne expérience, qu'on se soit amusé à la table et que le jeu ait tenu ses promesses. Je pense qu'a priori, il n'y a pas de raison qu'il ne tienne pas ses promesses. Je pense qu'il est juste un peu plus exigeant. Effectivement, la création de personnages, surtout au début, elle va peut-être être un peu plus longue. À Cthulhu, ça peut aller très vite de faire un perso quand tu connais le jeu. Ouais. C'est un peu, moi je veux plutôt un mec sur la réflexion, ok, je fais un antiquaire, machin, ça peut aller très vite. Mais ça manque souvent de background fourni. Moi qui fais du médiéval et tu vois, et du Cthulhu,
les meilleurs backgrounds que j'ai eus, c'était toujours, comme par hasard, dans d'autres jeux qu'à Cthulhu, où le mec avait fait l'effort de, tu vois, de concevoir un peu les à côté de son perso, ce qu'il avait vécu avant et les incidences que ça avait. À Cthulhu, c'est très bref, c'est plus des carrières. Oui, alors en fait, il a commencé à bosser là, puis maintenant il est bibliothécaire, ou alors il est gardien de musée à tel truc, et puis oui, bon, sa mère elle aime les chats, ou tu vois, mais ça reste un peu trop, enfin, difficile en termes d'épaisseur psychologique. Ça reste un peu à développer, quoi. Donc j'espère qu'avec ce jeu-là, on va y arriver. Bah écoute, sur ces entrefaites, je pense qu'on va terminer ce long podcast ici, puisque là je pense qu'on n'est pas loin d'avoisiner les 2 heures. Ouais. Bah je te remercie Fabou, et puis Et merci toi. à nos auditeurs, et j'espère que ça leur aura donné envie. Donc je rappelle le titre du jeu, Raiders of Arlier. Arlier, c'est la... Moi je dis Arlier, hein, je sais pas, peut-être certains disent Relier. Relay. Relay, voilà. C'est le, si je ne m'abuse, c'est l'endroit où gît notre ami Cthulhu en attendant d'être réveillé. C'est cette cité sous la mer, Arlier. Ouais, Si, comme chacun le sait. voilà. Et donc, n'hésitez pas. Vous pouvez le trouver sur Drive-Thru. Ça marche bien, le print on demand. Moi, j'ai attendu 3 semaines et j'ai reçu mon bouquin en bon état, bien empaqueté. Il est comme neuf après une première lecture approfondie. Voilà, et bien écoutez, je vous dis au revoir, bonne fin de journée et fin de nuit, et à une prochaine fois pour un nouveau podcast des choses sur le seuil. Plus, salut.